Bonsoir à toutes et à tous et merci aux fidèles, on en reconnaît quelques-uns, bienvenue aux autres bien sûr, et bienvenue à cette nouvelle saison 2011 des forums régionaux du savoir. Vous avez vu, cette fois-ci en début on est vraiment en plein de bonnes résolutions et 20h30 pétantes. Alors, je vous rappelle pour mémoire, mais c'est à l'écran le site de Science Action, c'est-à-dire Science Action en un seul mot et en minuscule, .asso.fr, et bonsoir à ce propos à tous nos internautes. Ce soir, nous allons donner le coup d'envoi avec Gérard Gouébet, qui est à mes côtés et qui est professeur émérite à l'INSA de Rouen, chercheur au CORIA du CNRS de l'Université de Rouen. Et puis, il est également possesseur de distinctions d'universités chinoises, à la prononciation desquelles je ne vais pas me lancer. Mais peut-être le fera-t-il avant la fin de ce forum. Il est médaille d'or également de l'Université de Wrocław. C'est en Pologne. Je ne sais pas si on dit comme ça à peu près, je crois. Alors, nous allons parler du chaos ce soir. Nous allons voir à quel point le chaos peut finalement s'éloigner dans la réalité scientifique de sa notion habituelle, de sa signification habituelle de désordre, d'informe, de confusion, même si certaines de ces caractéristiques peuvent justement mener les sociétés dans ses travers et dans ses problèmes, dans les activités sociétales. Bref, le chaos, des mythes, de la science, finalement, malheureusement, là aussi, forcément, des crises, quelquefois, au bout de tout ça. N'oubliez pas que vous aurez la parole tout à l'heure, vous poserez des questions, vous ferez part de vos remarques. Je ne saurais trop vous inciter à noter ces questions et ces remarques au moment où elles vous arrivent dans la tête. Non pas que je doute de votre mémoire, mais quelquefois, quand même, à la fin de la prestation, eh bien, on se dit, j'avais une question hyper pertinente, je ne sais plus laquelle. Je passe la parole maintenant à Gérard Gouébet. Merci d'être avec nous. Eh bien, merci beaucoup. Vous m'entendez bien, je crois. Hein, le retour est bon. Donc, nous allons parler. Alors, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, mesdemoiselles aussi. Nous allons parler du chaos. Tu l'as très bien introduit. Je pense que tu m'évites de prendre 1 ou 2 minutes d'improvisation pour démarrer le sujet. Et donc, on commence par les mythes. Alors, les mythes, surtout les mythes de l'origine du monde. C'est là que la notion de chaos est devenue très vite primordiale. Et depuis très très longtemps, parce que peut-être la première personne à avoir parlé de chaos dans les mythes de la création du monde est Hésiode, un poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est même le premier grec, autant qu'on le sache, à s'interroger sur l'origine de toute chose. Il a écrit un ouvrage, il s'appelle une théogonie. Le mot théogonie veut dire doctrine relative à l'origine des dieux. Et à l'origine, pour lui, il y a le chaos. Alors, qu'est-ce que le chaos? Le chaos, c'est une espèce de vide. Peut-être que certains physiciens aujourd'hui penseraient au vide quantique, mais ne mélangeons pas trop les genres. Mais tout de même, c'est un peu réminiscent. Donc, il y a un vide qui est la puissance motrice du monde et qui est indescriptible. Et voilà une traduction de ce qu'écrit Théogonie, une traduction que je dois à un physicien qui s'appelle Carlo Rovelli. Au commencement exista le chaos, puis la terre à la large poitrine. Ensuite, le sombre Tartare, placé sous les abîmes de la terre immense. Et enfin l'amour. C'était un poète grec. Alors, que veut dire cela, en fait? C'est que vous avez, pour la création du monde, une mise en ordre. Vous avez, en fait, une mise en ordre qui va informer, au sens de donner de l'information, qui va informer un chaos qui est informe. Informe au sens ne pas avoir de forme. Et cette mise en ordre qui informe le chaos informe, c'est la création du monde. Donc voilà l'idée qu'a Hésiode de ce qu'est la création du monde. Un chaos primordial qui va être informé par quoi? Par les dieux, évidemment. Tous les Grecs n'ont pas cet avis-là. Si on pense à la création du monde chez Platon ou chez Aristote, pour qui il n'y a pas de création du monde, on est dans un autre paysage, mais je ne vais pas en parler. Hésiode me semble très représentatif de toute une origine chez les Grecs concernant cette idée de création du monde. La dernière série de forums, nous avons eu une discussion sur le discours sur l'origine de l'univers par Étienne Klein, qui est un physicien, et qui écrit dans son livre quelque chose que je vais vous citer aussi, qui me paraît tout à fait intéressant. Il existe bien 2 points de vue qui impliquent 2 façons différentes de comprendre la notion d'origine. Donc 2 points de vue.
Le premier est un point de vue chronologique et transcendant. C'est notamment celui des trois monothéismes qui pensent la création en termes absolus, invoquant une origine radicalement distincte de ce qu'elle engendre. Le second, un point de vue logique et immanent, celui des Grecs, par exemple, qui ont pensé la création comme l'imposition d'une forme à une matière préexistante. Alors, on va commenter ce texte, parce qu'il est très intéressant. Tout d'abord, on retrouve une idée tout à fait globale, c'est l'existence d'une dichotomie, deux possibilités pour la création du monde. Soit une transcendance, c'est-à-dire en fait une création à partir du néant, une création ex nihilo, soit aussi une création par la mise en ordre du chaos, comme chez Hésiode. Alors cette idée de cette dichotomie, on peut la retrouver chez de nombreux auteurs, et avec beaucoup d'amusement ou plaisir, j'ai trouvé cette mention chez le marquis de Sade, auteur ô combien sulfureux, en particulier lorsqu'on parle de Justine ou les malheurs de la vertu, dans le roman dans lequel il écrit « Un Dieu suppose une création », c'est-à-dire un instant où il n'y eut rien, ou bien un instant où tout fut dans le chaos. C'est tout à fait cette dichotomie. Alors ne soyons pas étonnés du fait que le marquis de Sade parle de Dieu, c'était un athée irréductible, et tous les athées irréductibles sont bien connus, parlent toujours de Dieu, ou du moins souvent. Alors, en revanche, les trois monothéismes, donc judaïsme, christianisme, islam, création ex nihilo, donc à partir du néant. Eh bien, qu'en est-il vraiment? Je vais contester ce point de vue. Et pour contester ce point de vue, je vais me tourner vers les écrits. Donc, en l'occurrence, l'écriture. Voici la Sainte Bible du chanoine Crampon, qui est commun aux trois monothéismes. Et donc, je vais vous lire le début de la Genèse. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait comme on pense. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, vous le connaissez. Or, la terre était déserte et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et le vent de Dieu battait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit, et il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? On voit l'idée que la lumière fiat lux, et la lumière fut lux fecit. Et en fait, on rattache cette parole-là, que la lumière soit, à la création du monde à partir du néant, ex nihilo, à partir du néant. Mais qu'est-ce qu'on lit avant? Or, la terre était déserte et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, etc. Quand? Avant le premier jour, parce que le premier jour commence quand on dit que la lumière soit. Que veulent dire ces phrases qui parlent d'avant le premier jour? Est-ce que par hasard, nous n'aurions pas une mauvaise traduction? Or, effectivement, la Bible a été traduite de nombreuses fois, en particulier par les Septante à une certaine époque, et voilà. Retournons un petit peu aux sources pour voir ce que les anciens textes disaient. Alors là, je ne suis pas un spécialiste d'exégèse biblique, donc je vais me faire confiance à certains auteurs. Et voici une traduction d'un certain Spicer en 1964, qui est cité par Carlo Rovelli dans un livre qu'il a écrit sur Anaximandre. Traduction exacte du même texte. Quand Dieu s'apprêta à créer le ciel et la terre, le monde était une étendue informe. Les mers étaient couvertes par l'obscurité. Un vent terrible balayait les yeux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On est déjà beaucoup plus près de cette idée de création à partir de la mise en ordre d'un chaos. Il y a aussi une Bible hébraïque, bien entendu, dans laquelle on trouve le mot tohu wa bohu. C'est une expression biblique, donc dans la Genèse, le même texte, et qui est traduit par sans forme et vide, quelque chose qui était sans forme et vide avant la création du monde proprement dit. Et la création, c'est vraiment la parole de Dieu qui dit que la lumière soit. Alors, si on prend le dictionnaire, qu'on cherche tohu bohu, eh bien, ça signifie aussi grand désordre, avec une idée de mouvement et de bruit confus. Alors, je ferai des références musicales tout à l'heure, et je pense là à un passage dans Les Maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner, où on a un très beau tohu bohu musical qui est tout à fait intéressant. Je ne vous le passe pas. Allons voir, comme je ne suis pas un exégète, allons voir des théologiens respectables, les confessions de saint Augustin. N'est-ce pas vous, monseigneur, qui m'avez appris qu'avant que vous eussiez formé cette matière sans forme,
et que vous en eussiez distingué et séparé toutes les parties selon l'ordre que nous y voyons, elle n'était rien de particulier, ni couleur, ni figure, ni corps, ni esprit. Ce n'était pas toutefois un pur néant, mais c'était une certaine chose informe qui n'avait aucune beauté. Toujours cette notion de chaos, donc complètement en contradiction avec cette idée que dans les monothéismes, la création d'une création en venant du néant, ex nihilo. Et on trouvera d'autres citations dans Chateaubriand, le génie du christianisme, etc., etc. Alors, cette notion de chaos, en fait, a résisté pendant très très longtemps. J'ai trouvé avec beaucoup d'étonnement dans Hume, qui est un philosophe du XVIIIe siècle, écossais, dans l'enquête sur l'entendement humain, la phrase suivante. Et tandis que le corps, prisonnier sur une seule et unique planète, s'y traîne avec peine et difficulté, la pensée peut en un instant nous transporter aux confins de l'univers et même par-delà l'univers dans le chaos sans limite dès que l'on suppose que la nature, ou l'on suppose que la nature n'est que confusion. Ça, c'est une idée très très riche en fait, qui est presque, stupéfiante, parce qu'on a quitté la notion de mythe de création du monde, on est dans le monde qui est créé, qui est donc formé, il y a de la forme, de l'ordre, et l'idée que loin, loin, c'est encore chaotique, comme si la création n'avait pas eu le temps de s'étendre partout, et c'est pas complètement en mélangeant un peu les genres, et en m'excusant pour le mélange des genres, ça fait penser à certaines théories sur les univers multiples de Linday, où il y a plein de Big Bang qui pètent dans tous les coins. Il y en a un qui, par chance, vraiment extraordinaire, est le nôtre, où la vie a pu se développer, et tous les autres sont infertiles, chaotiques, et rien ne se développe. Donc là, je ne pense pas que Hume ait anticipé ça, mais la remarque est tout à fait intéressante. Hegel aussi, le fameux Hegel, dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, nous rappelle qu'il n'y a pas que les Grecs qui ont pensé à ça. Il dit « Il en va de même chez les Phéniciens de la cosmologie de Sangondiaton. D'après elle, les principes des choses, c'est très très fort qu'on n'imagine plus. Hegel, c'est pas si vieux que ça. Les principes des choses sont un chaos dans lequel les éléments se trouvaient indistinctement confondus. Cela hérisse totalement le physicien pour qui les principes des choses ne sont pas chaos, mais législateurs. Voilà la notion de Hegel. Alors, ça vous donne une aperçu, en gros, de l'origine du mot chaos. Le mot chaos, au départ, c'est un peu tout ça. Alors, on va aller voir dans le détail. Là, c'est le Larousse. Alors, le Larousse, chaos, voilà, confusion générale des éléments de la matière avant la création du monde. Et puis, naturellement, par extension, c'est un grand désordre, c'est une confusion générale. On parlera, par exemple, de chaos rocheux. Et puis là, c'est français, il ne faut pas être français, on vit dans un monde... alors les anglo-saxons, qu'est-ce qu'ils nous disent? Chambers Dictionary, c'est un dictionnaire de référence anglais. Alors, je le dis en anglais ou je le traduis directement, je le traduis, l'état de la matière avant que l'univers ne fût réduit à l'ordre. Désordre et shapeless mass, masse sans forme. Donc voilà un peu la notion de chaos que nous avons en tête au moment où nous en sommes. Alors ce chaos, je vais vous le faire entendre, si vous permettez. On va écouter un peu de musique. C'est extrêmement difficile de rendre cette notion de chaos et de création du monde musicalement. Je connais deux musiciens qui y sont parvenus royalement. On va commencer par Richard Wagner. Alors, c'est en route pour Richard Wagner, je commente un petit peu. Il s'agit de la tétralogie, donc 4 opéras. Le premier, c'est L'Or du Rhin. On est parti pour 17h30 de musique. C'est une tétralogie qui raconte l'opposition entre la puissance et l'amour, en fait. Il y a plusieurs lectures de la tétralogie, c'est inépuisable. Il y a des interprétations freudiennes, jungiennes et autres, mais l'interprétation la plus immédiate, c'est en fait le choc entre la puissance et l'amour. C'est la puissance qui va gagner, et donc après 17h30 de musique, l'annihilation du monde, la disparition du monde. Chaos. Informe. Plus fort. Masse informe. Déjà, un thème apparaît. Ce thème, c'est le début de la création du monde. Avant, c'était rien. Le thème apparaît. Le début de la création du monde. Ce thème va se renforcer. Le fiat lux n'est pas immédiat. Il prend du temps. Il prend à peu près 1 minute. On va l'écouter. On a encore le chaos là, mais déjà dessus se superpose quelque chose qui a du sens.
J'ai presque envie de m'arrêter de parler et puis d'écouter l'ensemble de l'opéra. Ça m'économiserait de la salive. Je crois que vous avez compris l'idée. Hein, et ce thème va éclater à un moment donné. Deuxième exemple musical, chez Richard Strauss. On passe à Richard Strauss dans quelque chose qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra, naturellement réminiscent aussi de l'œuvre de Nietzsche. On attend un petit peu parce qu'il faut que le CD se mette en place ou autre. On demande M. Strauss au parloir. Ouais. La création du monde chez Strauss est beaucoup plus violente que chez Wagner. Mais Strauss, voilà, chaos. Création du monde. Fiat Lux. Voilà l'idée musicale. Je connais deux exemples, il y en a sûrement d'autres, mais ce sont les deux seuls que je connais. Eh bien, on va s'arrêter là. C'est d'ailleurs la bande sonore du film 2001 Odyssée de Le d'humain de l'espace, absolument. Alors, pour compléter les dictionnaires, de nos jours, on va voir Google. Hein, alors, hier, 23 mars 2011, tapez KO, vous trouvez 172 millions de résultats. Alors, j'ai comparé l'amour. 150 millions de résultats. Donc le chaos est plus important que l'amour. La vie, 489 millions de résultats. Évidemment, la vie est pleine de chaos, donc c'est normal que la vie contienne le chaos plus autre chose. La mort, pas très important, 132 millions de résultats. Vous voyez, le mot chaos est un mot extrêmement qui a beaucoup de sens, et alors on trouve des jeux de rôle, des jeux vidéo, des groupes de musique, des films, en particulier un film qui est de 2007, le chaos dans le ciel européen, quand il y a une grève des avions, en psychologie, en économie, en finance. Et puis, naturellement, ces temps-ci, vous trouverez le chaos en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en Égypte, en Libye, et il y a peu de temps, on trouvait le chaos en Irak. Et le chaos scientifique. Alors, le chaos scientifique, c'est un petit peu pareil, mais complètement différent. Alors, on va l'appeler le chaos déterministe, si vous voulez bien. Il y a, dans les mythes, la notion de désordre dans le chaos, de désordre, d'irrégularité. Les choses ne sont pas bien claires. Hein. Alors, en science aussi, le chaos déterministe est quelque chose d'irrégulier. Mais il est en fait extrêmement ordonné. Et ça, nous allons avoir l'occasion de le constater. Il y a un ordre sous-jacent, au point qu'un livre parmi les plus célèbres sur le chaos s'appelle L'ordre dans le chaos, publié par Berger, Pommeau et Vidal. Alors là, nous allons commencer, je vais me déplacer un peu, parce que voir que je me rapproche du dictionnaire, de l'ordinateur. Le lapsus est intéressant quand même, hein, dictionnaire ordinateur. Ben voilà, vous connaissez déjà un petit peu les thèmes principaux du chaos. Vous avez sûrement vu le film Jurassic Park. Et dans le film Jurassic Park, vous avez un mathématicien qui est spécialisé et qui est ce qu'on appelle un chaoticien. Et il dit les choses vont aller de mal en pis. Et à un moment donné, dans le film, il prend la main, si vous permettez, d'une jolie demoiselle et d'une jolie demoiselle, et c'est mieux comme ça, et il lui titille le petit machin là, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour lui expliquer ce que sont les attractions étranges en le regardant dans les yeux. Il ne s'agit pas d'attractions étranges, il s'agit d'attracteurs étranges. Donc, il va falloir que je vous explique ce que sont les attracteurs étranges. Ça, c'est la première grande notion pour le chaos. La deuxième notion, extrêmement importante, que vous connaissez aussi, c'est l'imprévisibilité, ce qu'on appelle l'effet papillon. Hein, on vous dit, prenez deux planètes totalement identiques. Dans l'une, vous avez un papillon en Australie qui a les ailes fermées, et dans l'autre, le papillon fait un petit battement d'ailes. Eh bien, 15 jours après, 3 semaines après, vous aurez un ouragan au Mexique, par exemple. Hein. Bon, c'est une image, mais une image qui n'est pas fausse. À savoir que dans le chaos, la moindre petite modification des conditions initiales a des conséquences absolument dévastatrices. Cela envahit le système et change tout le futur. Donc à ce moment-là, même si on est dans une physique déterministe, c'est-à-dire les équations que vous connaissez parfaitement, qu'on peut écrire, qui sont totalement déterministes, le futur devient imprévisible. On appelle ça la fin des certitudes, qui s'applique bien sûr du point de vue scientifique, mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Alors, mes petits bouts de pétanque que j'aime bien. Comment on peut illustrer ça? C'est très simplement, je prends une boule de pétanque, je la lance. Elle va faire une parabole, je l'ai dit, les frottements de l'air, elle va décrire une parabole.
et je lance une deuxième boule de pétanque juste à côté, avec à peu près la même vitesse. Eh bien, elles vont suivre deux paraboles très très proches. Donc là, on va dire, je peux prédire le futur. Je me trompe un peu sur les conditions initiales. Ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est la position au départ et la vitesse au départ. Je me trompe un peu sur les conditions initiales, mais ça n'a pas beaucoup de conséquences. Donc je prédis le futur. Maintenant, imaginez que je me trompe un petit peu. Alors, on est dans un autre champ de force, pas la gravité, mais d'autres forces. Je me trompe un petit peu et flaf, ça se met à diverger. Et aussi proche que soient les conditions initiales, vous aurez cette divergence exponentielle. Et dans ce cas-là, vous êtes dans le chaos. Il n'y a plus de possibilité de prévoir l'avenir. Et c'est les choses que l'on va discuter maintenant en passant un petit peu au diaporama. Alors, je me positionne près de l'ordinateur. Pendule amorti. Ça, c'est un mouvement, le mouvement d'un pendule. On appelle ça le pendule amorti. Qu'est-ce que vous avez vu là? Ah, voilà un pendule, un vrai. Là. C'est un joli objet. C'est absolument important pour les physiciens comme objet, parce que le pendule, c'est la notion de base, l'objet de base qui permet de mesurer le temps et de faire beaucoup de choses. Ça peut faire d'autres choses aussi. Vous voyez, vous pouvez suivre le mouvement. Pas trop longtemps, vous allez vous endormir. Ça a d'autres utilisations qu'en physique. Alors, le pendule amorti, c'est un pendule, il y a toujours des frottements. Alors, frottement, bien sûr, à l'endroit où les choses s'accrochent, et frottement dans l'air. Donc, si je laisse mon pendule osciller, il va s'arrêter. Là, il mettra du temps à s'arrêter parce que je vais continuer à bouger maladroitement, mais en plus, l'air frotte peu, mais je pourrais le faire osciller dans de l'eau, hein, ou encore mieux, dans ce qu'on appelle des huiles de silicone, qui sont transparentes et qui ont plusieurs viscosités qu'on peut ajuster. Et donc, on verrait ce pendule amorti qu'on va revoir de nouveau, hein, maintenant qu'on a compris ce que c'était. Alors, amorti, parce qu'il y a un amortissement du mouvement. Donc, pendule amorti. Je reviens en arrière. Et hop, on recommence. Ce n'est pas mon ordinateur, hein, donc il y aura des petits cafouillages. Vous voyez, l'oscillation diminue. C'est très simple, hein. Qu'est-ce qui se passe si le pendule n'est pas amorti? L'oscillation ne s'arrête pas. Il remonte au même niveau, il repart dans l'autre sens, pas de problème, pas de changement. Alors ce pendule non amorti n'existe pas. C'est une vue de l'esprit, c'est une vue limite, il y a toujours des frottements de toute façon, donc ça n'existe pas, mais c'est bien pratique de le montrer quand même. Et maintenant, je vais vous montrer un pendule chaotique. Comment fait-on un pendule chaotique? Eh bien, alors déjà, le pendule non amorti, il y a un mouvement régulier comme ça. Mais ce n'est pas ce pendule-là que vous avez dans une horloge, parce qu'il y a toujours de l'amortissement. Donc dans l'horloge, on va redonner à chaque période, à chaque cycle, un petit peu d'énergie pour que le pendule continue à osciller régulièrement. Ça s'appelle l'échappement chez les horlogers. C'est un système de rouage extrêmement compliqué, j'ai jamais rien compris, mais enfin je sais que ça existe. Et le résultat d'un mouvement d'un pendule qui a de l'échappement, qui a un pendule amorti auquel on redonne de l'énergie, c'est le même mouvement que le pendule non amorti. Maintenant, je peux très bien décider sur autre chose. Je peux décider de mettre mon pendule dans un champ de force, par exemple magnétique. Je vais mettre un champ magnétique tournant, hein, et donc à ce moment-là, le soumis à la gravité plus au magnétisme. Et ça suffit pour créer du chaos. Alors je vais vous montrer le mouvement d'un pendule chaotique maintenant. Essayez, quand vous allez voir ce mouvement, essayez de prédire ce qui va se passer. De dire, voilà, il est là, il va faire ça, vous aurez des grosses surprises. Voilà le pendule chaotique. Là, on croit qu'il va s'arrêter. Ah non, il est reparti. Ah là, il s'arrête, hein. Ah non, pas du tout. Voilà, c'est ce qu'on appelle, vous avez vu l'imprévisibilité d'un mouvement chaotique. Alors, c'est pas ça que l'on fait sophistiqué, mais qui n'est pas très compliqué, que je vais vous expliquer. Je vais vous l'expliquer encore avec mon petit zinzin. Voilà. Les pendules que vous venez de voir, c'est des pendules dans l'espace physique. Ce qu'on appelle l'espace physique, c'est l'espace dans lequel on est. On aime bien en physique utiliser des espaces abstraits. Donc l'espace abstrait, c'est avec un espace qu'on appelle l'espace des phases. Comment on le construit? Ben voilà, je pars d'ici. Qu'est-ce qui caractérise le pendule? Deux variables, la vitesse
et l'écart à la verticale. Je pars d'ici, la vitesse est nulle. L'écart à la verticale est maximal. Je lâche le pendule, sa vitesse accélère, l'écart à la verticale diminue. Ici, l'écart est exactement nul, la vitesse est maximale, ça repart dans l'autre sens. Maintenant, c'est l'écart à la verticale qui augmente de nouveau, avec un changement de signe parce qu'on est parti de l'autre côté, la vitesse qui diminue, et c'est parti comme ça. Donc vous voyez que je vais maintenant, l'espace des phases, c'est un espace dans lequel je vais représenter le mouvement, non pas en fonction du temps, mais simplement en montrant la vitesse en fonction de la position. D'accord? Alors je crois qu'il va peut-être y avoir un petit problème de lisibilité de ce... on va essayer de le comprendre, je vais essayer de vous aider. Donc à droite, vous avez le pendule amorti, comme on l'a vu tout à l'heure, et à gauche, vous aurez l'espace des phases. Vous voyez le petit point là? On ne le voit pas bien, mais enfin, il y a un petit point violet, vous voyez? Voilà, ça c'est l'espace des phases. Et qu'est-ce qu'il fait, ce petit point? Il se rapproche du centre. Parce que lorsque le mouvement, quand les choses se seront terminées, à cause de l'amortissement, le pendule va s'arrêter là. Vitesse nulle, position nulle. Ça, c'est ce qu'on appelle un attracteur, tout simplement. Voilà le premier mot. Alors, quelque chose qui va du passé vers le futur, c'est bien vrai, mais là, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose dans le futur qui attirait tous les mouvements. Quel que soit votre mouvement de départ, que vous lancez violemment, que ça fasse plusieurs tours ou tout ça, n'importe comment, ça va s'arrêter sur un attracteur qu'on appelle tout simplement le point fixe. Donc, premier attracteur, le plus simple, le point fixe. Que se passe-t-il maintenant si je prends le pendule non amorti? Alors, le pendule non amorti, il va faire non pas une spirale, mais une ellipse qui se boucle sur lui-même, sur elle-même. Donc, eh bien, on va refaire un petit zinzin. On est en arrière. Une ellipse qui se boucle sur elle-même. Alors, cette ellipse n'est pas un attracteur, parce que le pendule non amorti n'existe pas physiquement. Mais si le mouvement est formé par un pendule amorti avec un échappement, c'est un mouvement, une ellipse, qu'on appelle un cycle limite. Deuxième exemple d'attracteur. Problème de micro. Donc, deuxième exemple d'attracteur, cycle limite. Le troisième exemple d'attracteur, c'est l'attracteur chaotique. Donc l'attracteur chaotique, je pourrais vous montrer un attracteur chaotique à partir du pendule chaotique. Je vais préférer vous faire autre chose. Je vais vous montrer un attracteur chaotique qui est sûrement le premier qu'on ait découvert, qui a été publié en 1963, qui est dû à un certain monsieur qui s'appelle Lorentz. Lorentz, alors des Lorentz, il y en a plein, hein. Mais enfin celui-là, il était météorologue et il faisait des calculs de météo. Et alors, les ordinateurs de l'époque, il y avait un ordinateur qui occupait une salle entière. C'était un fouillis de fils, de tubes, il n'y avait pas de transistors, pas de ces machins-là, c'est pas. C'était donc un truc énorme, et il calculait très lentement. Donc il ne pouvait pas calculer réellement les équations de la météo. Donc il a pris les équations de la physique, de la mécanique des fluides et autres, il les a simplifiées. Il a obtenu 3 équations très simples que je vais vous montrer. Et il s'est dit, voilà, avec ça, je vais étudier le comportement d'une météo qui n'est pas la vraie météo, mais au moins qui va me donner des renseignements, le mieux que je puisse faire à mon époque. Puis un jour, pour une raison quelconque, alors il enregistrait ces données sur une courbe, sur un papier, puis un jour, pour une raison quelconque, il y a une interruption un peu impromptue de son enregistrement, alors il dit j'en ai marre, je vais prendre un café, et puis pendant que je prends un café, l'ordinateur il va recalculer, donc il rentre les données d'entrée sur son ordinateur, et puis il va prendre le café, puis il revient, il regarde ses courbes, et il voit que la deuxième courbe ne se superpose pas à la première. Qu'est-ce qu'il avait fait? Le résultat de la première courbe contenait 6 chiffres significatifs. C'était la puissance de l'ordinateur de l'époque, et par flemme, il faut dire les choses, il n'en a rentré que 3 avant de prendre son café. Et ces 3 chiffres-là ont produit une catastrophe, en fait. C'est que ça suffisait pour, après un temps très très court, voir les 2 résultats diverger totalement. Donc il avait découvert quelque chose qu'on savait déjà depuis Poincaré. Mais au moins, il venait de découvrir sur ordinateur un exemple tout à fait typique d'attracteur qu'on appelle maintenant un attracteur étrange. Pourquoi étrange? Vous avez vu le point fixe, c'est simple. Le cycle limite, c'est simple. L'attracteur chaotique est étrange. Alors, on aura le temps de voir plusieurs sens de ce mot parce qu'il n'est pas simple. Donc, je vais vous montrer l'attracteur étrange de Lorentz.
un très bel objet. D'abord, les équations. Alors, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas mathématiciens, mais oubliez simplement, qu'est-ce que j'ai fait de mon pointeur, il est là, oubliez simplement mes explications pendant quelques temps, ou triez un petit peu. Ce qui est extraordinaire, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, le chaos ne s'installe pas dans des conditions complexes. On pourrait croire que le chaos vient parce qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de gens, beaucoup de systèmes. Non, non, pas du tout. Vous n'avez là que 3 équations, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. 3 équations simplement. C'est suffisant pour créer du chaos. Sur le membre gauche, vous avez x point, y point, z point. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, x, y, z, c'est la position d'un objet dans l'espace des phases. Et puis, x point, y point, z point, c'est les vitesses dans l'espace des phases. Dans le membre droit, vous avez de nouveau les positions, x, y, x, y, x, y, voilà. Et donc, ça veut dire qu'à chaque instant, vous pouvez connaître la vitesse de l'objet. Et donc, vous pouvez calculer où il va être un petit peu plus tard, puis un peu plus tard, puis un petit peu plus tard. Et donc, calculer la trajectoire de l'objet, complètement. Il y a 3 paramètres, qui s'appellent le sigma, R et B. Voilà les valeurs qu'avait utilisées Lorentz, on peut en utiliser d'autres. Et surtout, 2 choses extraordinaires, c'est ce qu'on appelle des termes non linéaires. Que ça veut dire des termes non linéaires? Les coordonnées, normalement, imaginons d'abord qu'il n'existe pas ces termes non linéaires. Vous auriez x tout seul, multiplié par un paramètre, ça n'a aucune importance, x tout seul, y tout seul, x tout seul, y tout seul. Mais là, c'est x et z, 2 coordonnées qui sont multipliées l'une par l'autre. Et là, x, y, 2 coordonnées qui sont multipliées l'une par l'autre. Et ce sont ces 2 termes-là qui vont créer le chaos. Entre autres termes, le chaos, c'est une science non linéaire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que les mathématiciens et les physiciens savent très bien étudier la physique du linéaire ou les mathématiques du linéaire depuis très longtemps. Vous avez appris la théorie des matrices, tout ça, c'est du linéaire. Le non-linéaire résiste énormément, parce que sans les ordinateurs, on ne peut pas faire grand-chose. Et en fait, ce non-linéaire, c'est pratiquement un pourcentage énorme de la physique de notre monde. Donc, tout cela nous échappait. Eh bien, voyons ce qu'est la trajectoire générée par ces équations attracteurs de Lorentz. Alors, vous le voyez se construire devant vos yeux. On le fait tourner parce que c'est un objet qui est inscrit dans un espace à 3 dimensions, donc vous pouvez le voir se former en tournant. Voilà. Alors, je le vois mieux sur mon ordinateur, hein, petit problème de... C'est pas grave, je vais essayer de vous expliquer quand même, au mieux. Alors, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, parce que je l'ai sur mon ordinateur. Ça part d'ici. Il y a une ligne toute droite qui descend, que vous ne voyez pas, mais qui existe, et qui, en fait, on place le point en dehors de l'attracteur, et immédiatement, très rapidement, le point est attiré vers l'attracteur. Donc, c'est bien l'attracteur. Ah, on le voit. Oui, on le voit un peu mieux, vous le devinez là. C'est mieux. Vous le devinez là, vous voyez cette ligne-là. Ça part d'ici, et c'est attiré vers l'attracteur avec une vitesse stupéfiante. Une fois qu'on est sur l'attracteur, il se passe la chose suivante. Le point va être injecté, en fait, vous ne le voyez pas, mais moi je le sais, il est injecté par là, il bascule ici. Il est injecté vers le centre d'une aile, et il va tourner en rond en s'éloignant du centre de l'aile. À un moment donné, il va basculer sur l'autre aile, à réinjecter vers le centre, tourner en rond et réinjecter sur l'autre aile. Le chaos est surtout là. Parce que si vous avez deux trajectoires très proches l'une de l'autre, il va arriver que l'une reste sur l'aile et que l'autre part dans l'autre aile. Et donc, pour ces 2 trajectoires-là, le futur devient imprévisible. Parce que être sur une aile ou partir sur l'autre aile à cause d'une petite différence des conditions initiales, c'est typique d'une situation imprévisible. Donc voilà le chaos, l'attracteur le plus célèbre au point de vue chaotique. Les physiciens en connaissent un autre qui préfère peut-être l'attracteur de Rossler, parce qu'il est un petit peu plus simple. Mais celui-là est très très beau. Alors naturellement, il a 2 ailes, on savait penser à un papillon, donc c'est peut-être pour ça que Lorentz a inventé le mot d'effet papillon pour expliquer, hein, c'est sûrement pas un hasard complet. Vous voulez le revoir se former, maintenant qu'on est un petit peu plus dans le sombre, on va le relancer. C'est parti. Objet totalement magnifique, je trouve. Alors, donc, chaos et imprévisibilité, je viens d'en parler, on va en reparler un petit peu sous un autre point de vue. Imaginez le cycle limite. Donc, le cycle limite, je peux le plonger dans un espace à 3 dimensions comme on est. Voilà, donc ce sera ça, le cycle limite.
Bon, il peut être déformé, et pas forcément une ellipse, ça peut être plus compliqué, mais qu'importe. Ça se boucle sur soi-même. Alors, il y a une manière de voir la dynamique, c'est-à-dire qu'il se boucle sur lui-même, donc c'est un comportement simple, ce n'est pas un comportement chaotique. Ou je peux faire la chose suivante. Je vais placer un plan perpendiculaire à la trajectoire. Et je vais regarder qu'en fait, quand l'orbite traverse le plan, il traverse le plan toujours au même point. Alors on appellera ça encore un point fixe dans ce qu'on appelle une coupe de points carrés. Et en voyant ce point toujours au même endroit, on se dit j'ai un comportement très très simple. Que se passe-t-il si on le complique un peu? Vraiment, on va faire la chose suivante, on va supposer que ça ne se recoupe pas exactement sur soi-même, mais que ça se rate un petit peu avant de revenir. À ce moment-là, dans votre plan, vous aurez 2 points. Bon, ben, bim, 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 c'est simple, ce n'est pas un comportement chaotique. Maintenant, imaginez que la trajectoire soit chaotique. Alors là, ça va être un fouillis de fils comme ça qui tournent, qui repassent d'un endroit à l'autre, etc. Et ça donne quoi? Ben, voici un exemple. L'attracteur de Ueda, on appelle ça comme ça. Voilà, l'attracteur de Ueda. Si vous pouviez suivre les points les uns après les autres, vous pouvez croire, par exemple, que si le point est là, le coup d'après va être un petit peu à côté. Non, pas du tout. Le premier point peut être là, puis l'autre passer là-bas, puis l'autre passer là-bas. De nouveau, impossibilité de prédire. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a de l'ordre dans le chaos. Ce n'est pas le chaos informe des mythes. C'est quelque chose d'extrêmement ordonné, très joli, très bien structuré. Et cette structuration, on peut l'étudier par des moyens mathématiques très variés. Alors, pourquoi étrange? Déjà, on a plein de raisons de penser que c'est étrange. Il y a une autre raison, c'est que ces attracteurs ont une propriété qu'on appelle le fait d'être fractal. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est une fractale. Là, vous avez un cercle. C'est très simple, la circonférence. La circonférence vaut 2 πr. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce cercle? Eh bien, il est continu. Je peux le tracer sur un tableau de manière continue. Et il n'a pas de coin piquant. Hein. Les mathématiciens disent que c'est smooth en anglais ou dérivable en français. Le carré à côté est déjà un peu plus compliqué. Bon, enfin, pas trop. Bon, c'est égale 4R, c'est facile. Bon, c'est continu, parce que je peux le tracer en un seul trait. C'est pas piquant, sauf à 4 endroits. Bon, enfin, ces 4 endroits sont tellement rares, les mathématiciens diront c'est smooth presque partout, hein, c'est lisse presque partout. Mais il est possible d'avoir des courbes qui soient continues et lisses nulle part. C'est-à-dire, en fait, tous les points sont piquants. Alors, vous ne me croyez pas, hein, c'est pas possible, comment on peut faire un truc pareil? Alors, on va le faire ensemble. Hein. Alors voilà, on va étudier le flocon de Von Korr. On part d'un triangle, voilà, tout simple, et on va faire la chose suivante. Prenons un côté d'un triangle. On va couper au milieu le segment intermédiaire au tiers. Et sur ce segment, on va rajouter un triangle équilatéral. Et on va faire ça sur les trois côtés. D'accord? Voilà ce que ça donne. On a demandé le nombre de points piquants. Hein? Et bien, sur chaque segment lisse, on va recommencer l'opération. On a augmenté le nombre de points piquants. Et on continue. Et on continue. Quand on a fait ça de manière infinie, je crois que j'arrive au dernier niveau que j'ai représenté sur oui, on va. Quand on a fait ça de manière infinie, on obtient le flocon de Von Korr. On a tellement multiplié les points piquants qu'il n'y a plus que des points piquants. Et quand on calcule, c'est des mathématiques élémentaires, le périmètre, c'est pas C égale 4R ou C égale 2πr, c'est l'infini. C'est-à-dire, si vous mettez entre 2 points quelconques, aussi proches soient-ils dans le plan, pour aller le long du contour d'un point à l'autre, il va vous déplacer à une vitesse infinie. Donc c'est un monstre mathématique, hein, on appelle ça un monstre mathématique, et puis ces monstres mathématiques ont été très étudiés par un mathématicien qui s'appelle Mandelbrot, et finalement c'est devenu les fractales, quelque chose de tout à fait important, et il se trouve que les attracteurs étranges sont fractales. Pourquoi? Eh bien, dans une fractale, vous venez de le voir par la manière dont nous avons construit l'objet, on retrouve toujours le même motif à des échelles de plus en plus petites. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer dans un attracteur étrange. Et je vous donne un exemple. Voici l'étape suivante du flocon de Von Korr. Attracteur de Hénon. Alors, voilà la tête qu'a l'attracteur de Hénon. C'est le même principe que l'attracteur de Ueda. Ce qu'on voit là, c'est des points successifs dans un plan de points carrés. La trajectoire, en fait, passe
derrière le plan, devant le plan, enfin voilà, ça fait le tour. Et alors, on va zoomer sur cette partie-là. Hein. Et on va regarder que cette partie-là en grand, on voit toujours des lignes, ça ressemble. Hein. Des lignes avec des petites demi-tours, là, des U-tours. Hein. Et on zoome, même chose. On zoome, même chose. Et vous pouvez zoomer comme ça, ad vitam aeternam, vous aurez toujours des lignes dans les lignes, dans les lignes, dans les lignes, dans les lignes. Et donc le chaos ne se répète jamais. Il peut devenir aussi proche de lui-même, mais il ne se répète jamais tout en étant imprévisible. Alors ce n'est pas une vue de l'esprit, le chaos. En fait, les études arguments sur le chaos dans mon laboratoire ont démarré en 1980, ça fait quand même, c'est pas d'hier, à la suite d'une expérience ratée. Ça arrive souvent le cas en physique. On fait une expérience et puis elle rate, elle fait autre chose. Alors l'expérience ratée, la chose suivante. On avait pris un laser, on le fait converger par une lentille, et puis on le met dans une petite cellule dans laquelle il y a ce qu'on appelle des colloïdes. Alors, un colloïde, c'est un liquide avec des petites particules à l'intérieur. Et on avait l'intention, en analysant la lumière laser diffusée par la petite cellule, de mesurer la taille des particules. Il s'est passé autre chose. Il s'est passé, premièrement, le laser sort de la cellule en divergeant violemment. Il montre sur l'écran des anneaux. Et il y a un problème de micro, non C'est ce que je demandais. Oui, on m'entend bien? On m'entend bien? Oui, quand même. Bon, et alors on peut prendre ce qu'on appelle une photodiode, qui est un détecteur qui va enregistrer le signal en fonction du temps pour essayer de voir ce dont il s'agit. Eh bien, en fait, plusieurs possibilités. Le système d'anneaux ne bouge pas, ou il se met à osciller de manière périodique, comme un pendule, ou périodique 2 fois, comme une double trajectoire, ou bien il devient chaotique. Donc là, simplement en changeant la puissance laser ou la distance entre le laser et la surface de la cellule, vous pouvez obtenir tous les comportements dynamiques que vous voulez. Alors voici maintenant un film de ces battements. On appelle ça le battement du cœur. Je vais vous dire pourquoi. Voilà ce que ça fait. J'ai toujours rêvé de devenir milliardaire en vendant ça dans les boîtes de nuit, parce que c'est immense, ça fait 2 mètres c'est absolument fantastique, mais j'ai jamais eu le temps, quoi. Et alors voilà le signal en fonction du temps qu'on obtient à partir de la photodiode, et vous voyez, ça ressemble à un battement de cœur. Bon, un cardiologue serait là et me dirait non, quand même, un cœur comme ça ne serrait pas très bien. Enfin, c'est un peu réminiscent quand même. Alors on appelait ça le cœur d'anneau comme phénomène. Alors bien sûr, quand il est chaotique, vous obtenez un tracteur étrange. Voici un tracteur étrange expérimental, cette fois-ci, non pas mathématique, mais expérimental, obtenu à partir de l'expérience, dans lequel vous voyez de nouveau ces lignes, ces feuillets, en quelque sorte, qui sont typiques de ce genre d'attracteur. Alors, il y avait une polémique entre la France et la Russie sur l'origine du phénomène. Ça a pris 20 ans, on va commencer à le comprendre à peu près. Hein. Donc, nous, les Français, on disait que la convection était très importante. La convection, c'est le fait que le laser chauffe le liquide, que le liquide chauffé monte vers la surface, etc. Et les Russes disent non, ça n'a aucune importance. Il n'y a qu'une manière d'y voir clair, c'est d'aller faire une expérience en apesanteur. Alors ça m'a pris pas mal de temps pour organiser ça, y compris quelques vagabondages du côté du Caucase chez les Russes. Puis finalement, voilà l'expérience qui a été réalisée. Ah non, on l'a raté. Ah ah, on l'a raté. Bon, dommage, regardez. Michel, tu sais ce qui se passe? Bon, ben voilà, on est sauvé, on va le voir quand même. Alors vous allez voir l'expérience montée en apesanteur. Alors, je vous dis le résultat de l'expérience, c'est les Français qui avaient raison. On va dire qu'en apesanteur... C'est un coup du KGB. Non, c'est un phénomène chaotique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'expérience... Voilà. Donc, c'est état d'apesanteur obtenu dans ce qu'on appelle des vols paraboliques. Ce n'est pas des expériences faciles à réaliser, parce que vous n'avez que 20 secondes d'apesanteur. Donc il faut que tout soit préparé, l'expérience et tout, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Sinon ça coûte très cher. Ça coûte de toute façon très cher. Donc voilà sur cette polémique franco-russe. Oui, parce qu'on a coupé la position en lotus. Alors maintenant, on va penser aux crises. Qu'est-ce qu'il y a de pertinent entre le chaos et les crises? En particulier, bien sûr, vous pouvez penser aux crises que l'humanité traverse régulièrement. On va la simplifier. On va faire quelque chose de très très simple. On va supposer une société de base.
une société d'insectes. Donc vous avez une île sur laquelle il y a des fleurs, et sur cette île, il y a des insectes. Alors que font les insectes? Eh bien, les insectes font la chose suivante, ils mangent des fleurs. Bon, je ne sais pas s'ils mangent des fleurs en fait, mais si je me trompe, qu'on me pardonne. Mais enfin, supposons. Ils mangent des fleurs. Ils s'apprêtent à copuler. On ne vous a pas montré la copulation pour des raisons de décence. On s'arrêtait avant. On vous montre les résultats, c'est qu'ils pondent des œufs. Puis naturellement, les œufs éclosent et donc les insectes se reproduisent. On ne peut pas faire plus simple comme société. Vie passionnante. Ben, ça occupe déjà pas mal, hein, de manger les fleurs, se reproduire, élever les œufs, ça occupe déjà pas mal, hein, vous le savez bien. Hein. Alors, voilà l'équation. Alors, excusez-moi encore pour les gens qui n'aiment pas les mathématiques, mais je crois qu'on va pouvoir le comprendre. X, ça va être la population d'insectes. Alors, ça vaut 1 milliard, il y a 1 milliard d'insectes ou 10 milliards. N, c'est l'été, un été qu'on va considérer, mettons le premier été, le deuxième été. Et on se pose la question, quelle est la population à l'été N plus 1, connaissant la population à l'été N? Alors, la loi la plus simple possible, c'est xn plus 1 égale rxn. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous avez d'insectes à un été donné, plus vous aurez d'insectes à l'été suivant. En revanche, il y a plusieurs comportements possibles. Si R est plus petit que 1, l'espèce disparaît. Si R égale 1, ben vous avez xn plus 1 égale xn, ça veut dire que la population reste constante. Et puis, si R est plus grand que 1, vous avez une croissance exponentielle de la population. Donc voilà le comportement de ces équations aussi simples qu'on puisse imaginer. Hein. C'est vraiment élémentaire. Alors le paramètre R, on l'appelle un paramètre de contrôle. J'avais pensé après l'appeler paramètre de richesse, et finalement je vais l'appeler paramètre de prospérité. Hein. Plus R est grand, plus les insectes sont prospères. Alors voilà plusieurs courbes. Ici R égale 1, la population est constante, une unité sur l'autre. C'est vraiment imaginez que vous soyez ministre des Finances ou de l'Éducation. C'est impeccable, il n'y a rien qui bouge, quoi. Vous construisez 1000 écoles, l'année d'après, encore 1000 écoles, il n'y a plus que les entretenir, même nombre d'élèves, c'est vraiment extrêmement simple. Si R est plus petit que 1, la population disparaît. Ça ne vous fait pas plaisir. Si R est plus grand que 1, croissance exponentielle. Alors là, tout va bien, vous êtes content, vous avez une nation forte, elle peut peut-être pouvoir faire la guerre aux voisins et l'écraser, mais au bout d'un certain temps, si ça se met à croître comme ça, vous allez avoir des sévères problèmes de surpopulation avec toutes les causes qu'on peut imaginer. Hein. Donc, on va vers des crises. Qu'en est-il de la population humaine? Yibidou boudou. Voilà. Alors ça, c'est la population humaine depuis moins 10 000 ans, ou moins 100 000 peut-être, oui, moins 10 000. Là, vous avez 1 milliard. Alors, vous voyez qu'on ne voit quasiment rien. Au moment de l'invention de l'écriture, il y a une petite tache, un petit trait rouge qui se détache. Jésus-Christ, on est largement encore au-dessus d'1 milliard. Et puis, ce développement absolument fabuleux de la population humaine. Essayons de voir les dernières années pour y voir un petit peu plus clair. Et là, la courbe que je vais vous montrer m'a étonné énormément, parce que quand j'ai demandé à Siegfried de me la construire, je ne m'attendais pas du tout au résultat que l'on va voir. C'était même le résultat inverse que je prévoyais. Alors, voyons en rouge les données. On est en l'an 1000, on est, il y a quoi, 200 millions hein, ça oscille un peu, mais enfin bon. Et puis, ça monte extrêmement brutalement. Ici, nous sommes en 1800. Essayez de voir 1914, c'est dans ces coins-là, on est à peu près 1 milliard. Maintenant, réfléchissez à ce qui s'est passé en 1914-1918. Une guerre, 20 millions de morts, 5 millions de morts par an. Un drame dont notre conscience continue à méditer. 5 millions de morts par an. Chaque mort a été honorée et enterrée autant que possible. Nous, humanistes, nous comptons les morts un à un. La nature s'en fiche complètement. On ne voit même pas ça sur la courbe. Dans la foulée, 30 millions de morts pour la grippe espagnole. Ça ne se voit pas sur la courbe. Deuxième guerre mondiale, 50 millions de morts. Ça ne se voit pas sur la courbe. Le chiffre des historiens pour le siècle dernier, en nombre de morts concernant les victimes des dictatures et des régimes totalitaires, 200 millions de morts. Ça ne se voit pas sur la courbe. Plus les famines, plus les maladies. Et la chose la plus extraordinaire encore, c'est que naturellement, on a fité la courbe
rouge avec l'exponentielle du modèle précédent. Et qu'est-ce qu'on constate? La courbe rouge dépasse l'exponentielle. L'exponentielle est en vert, la courbe rouge monte jusqu'à atteindre 9 milliards vers 2050. C'est la prévision. Donc l'espèce humaine est tellement prolifique que les plus grandes catastrophes ne l'atteignent pas, jusque maintenant. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Je ne pensais pas du tout, quand j'ai préparé ce forum, à ce résultat. Je pensais dire que la courbe rouge serait en dessous de la courbe verte, et vous dire c'est bien normal, parce qu'il y a eu les guerres. Ben non, pas du tout. Alors j'ai trouvé récemment, hier par hasard, dans Darwin, dans La filiation de l'homme, un texte où il dit que les guerres, les crimes et tout ça sont plus que contrebalancés par le caractère prolifique de l'espèce humaine. Mais quand même, vous savez bien que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, n'est-ce pas? Donc, on peut s'attendre à des problèmes dans cet avenir-là. Alors, on pourra peut-être en parler tout à l'heure au moment des questions, mais je vais revenir à ma société d'insectes. Qu'est-ce qui leur arrive aux pauvres insectes? Eh bien, quand ils sont trop nombreux, ils s'insultent et s'assassinent. Si vous lisez les petits encadrés, vous voyez qu'ils perdent même leur sang-froid. Hein. Ils ont un vocabulaire de harengère, il y a un mort à l'avant-plan. Ils bouffent les fleurs des copains. On a beau mettre propriété privée, il y a des gens qui s'invitent malgré tout. Ils s'arrachent les demoiselles. Enfin, vous imaginez tout ce qui peut se passer. Et voilà le résultat. On change l'équation, parce qu'il faut prendre ça en compte maintenant. Donc on garde xn plus 1 égale rxn, et on retire un terme qu'on appelle un terme non linéaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de non-linéarité. Ce terme non linéaire, il a un signe moins, ça veut dire, voilà, ça va croître moins vite que ça croîtrait si tout allait bien. Puis on simplifie pour obtenir une nouvelle équation qui contient qu'un seul paramètre qu'on appelle qu'on note mu et que je vais appeler de nouveau le paramètre de prospérité. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand le paramètre de prospérité change? Eh bien, au départ, tant que le paramètre de prospérité ne vaut pas 1, l'état final de la population, c'est 0, disparition complète. Ensuite, le paramètre de prospérité augmente, et vous avez une croissance de la population. Alors vous êtes content, vous dites, il y a de plus en plus de monde, tout va bien, les gens sont de plus en plus heureux, de plus en plus prospères, et tout à coup, à une certaine valeur qui est bien connue, il se passe quelque chose de particulier, c'est que vous avez ce qu'on appelle une bifurcation. On appelle ça en physique, mais ça illustre très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous aurez un été une population haute, et l'autre été suivant une population basse. Population haute, population basse, population haute, population basse. Alors ça devient un petit peu embêtant. Imaginez que vous ayez un ministre, hein, combien vous avez construit l'école? Vous avez démonté les écoles tous les ans pour arriver, ça commence à devenir compliqué. Et en fait, l'explication est très simple. Prenez un été où vous avez une population faible, donc vous n'avez pas beaucoup d'insectes, le terme non linéaire ne compte pas, ils se reproduisent, et l'été suivant, vous aurez beaucoup d'insectes. Mais l'été suivant, vous avez beaucoup d'insectes. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le terme non linéaire joue beaucoup, il se tue, s'assassine, et l'été suivant, vous aurez moins d'insectes. Et donc, on va passer sans arrêt beaucoup d'insectes, peu d'insectes. Alors, il y a plein d'analogies qu'on trouve dans la vie courante ou autre. On dira toujours, il y a des hauts et des bas. Hein. C'est bien ça. Hein. Après la pluie, le beau temps. Hein. On passe d'un état à un autre. Alors, référence à la Bible qui est là, Joseph, l'Ancien Testament, les 7 années de vaches grasses, les 7 années de vaches maigres. Saint Augustin encore, mais cette fois-ci, non pas dans ses confessions, dans la Cité de Dieu, citant un historien romain du nom de Salluste. Il écrit « Lorsque l'État, développant ses institutions, ses mœurs et son territoire, parut arriver à certains degrés de prospérité et de puissance, sa fortune, selon le sort des choses humaines, fit naître la haine. Les rois et les peuples voisins essaient ses forces par la guerre. » Donc, prospérité, attaque, guerre, perte de prospérité. Un exemple typique, peut-être, c'est la ville de Troie, qui a été découverte par Schliemann, et on s'est aperçu qu'il y avait 10 villes enterrées les unes sous les autres. Donc ce cycle binaire s'est opéré pendant pas mal de temps. Je vais squeezer d'autres références parce que mon temps s'approche à la fin, et je vais maintenant vous dire qu'est-ce qui se passe ensuite, parce que je me suis arrêté là, mais qu'est-ce qui se passe si on augmente encore mu? Alors, si on augmente encore mu, les choses deviennent évidemment plus compliquées. À un moment donné, ici, chacune des branches, de nouveau, subit une bifurcation
de doublement de période, on appelle ça. Maintenant, c'est un été sur 4 que vous retrouverez la même situation. Et puis après, vous pouvez suivre un été sur 8, et puis on ne voit plus très bien, un été sur 16, 32, 64, 128. Hein. Et ensuite, toute cette zone-là, c'est la zone chaotique. En d'autres termes, en augmentant le paramètre de prospérité, vous entrez dans une zone chaotique où votre population peut varier de 1 à quasiment 0 en quelques années. Voilà ce qui arrive à la société d'insectes. Simplement, à cause des termes non linéaires, vous avez un comportement qui est devenu totalement imprévisible. Alors vous imaginez la difficulté pour n'importe quel ministre de gérer une situation de ce type. Alors je ne dis pas que la société humaine est de ce style-là, parce que nous avons un modèle très simple, mais elle est certainement au moins de ce style-là. C'est-à-dire, je soupçonne qu'elle soit dans un état pire que ce que nous venons de voir. Alors, ce n'est pas sans espoir, le chaos peut se contrôler, il y a des études qui portent ce qu'on appelle le contrôle du chaos, mais en fait, la leçon que nous venons de voir, c'est que probablement, en augmentant la prospérité, vous augmentez le nombre de crises. Il y a 2 solutions pour en échapper, c'est de trouver des paramètres comme là où il n'y a plus de chaos, on retrouve des zones stables, ou bien de régresser vers l'arrière, selon le schéma de certains décroissants, hein, pour revenir à un niveau de prospérité plus bas, mais au moins régulier. Alors, je ne veux pas dire que ce modèle-là, c'est la société humaine, mais ça pose des questions. Et c'est sur ces questions-là que je vais m'arrêter, je crois, voilà, que le temps est correct. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, eh bien écoutez, c'est à vous, mesdames, messieurs, des questions à Gérard Guesbet concernant le chaos, l'avenir de nos sociétés, qui me semble là quand même dans un avenir un peu coincé. Voilà, est-ce que vous pouvez vous manifester? Il y a des micros pour vous, je vous en prie, allez-y, allez-y, allez-y. Après ça, tout le monde suit. Hein, et ne soyons pas chaotiques. Alors, des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui, allez-y. Où êtes-vous? Oui, M. Guesbet. Oui, n'est-on pas justement toujours en état de chaos perpétuel, puisque on nous dit que l'univers est en expansion et que l'entropie, qui mesure le degré de désordre des systèmes, ne fait qu'augmenter? Alors oui, il y a 2 choses. D'abord, je vais d'abord parler de l'entropie. Alors, l'entropie globale ne fait qu'augmenter. On peut peut-être donner une petite définition pour certains. Alors voilà, en gros, l'entropie, c'est une notion de thermodynamique qui mesure, on va dire, hein, grossièrement, je crois qu'on peut à peu près dire les choses comme ça, qui mesure le degré de désordre du monde. Et le désordre du monde, une loi thermodynamique est démontrée, montre que le désordre du monde ne peut qu'augmenter. Ça ne veut pas dire que localement, il est obligé d'augmenter. En fait, localement, le désordre peut diminuer. C'est la théorie des structures dissipatives. Mais lorsqu'il diminue, il le fait forcément en créant du désordre plus grand après. Donc la question, c'est de se dire, que va-t-il se passer à la fin? Je crois que la réponse est dramatiquement pessimiste. À la fin, c'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. À savoir que nous vivons dans une période où la vie existe. C'est une période peut-être bien heureuse, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une période provisoire. L'univers ne pourra pas accueillir toujours la vie. Alors, on a des scénarios sur l'avenir de l'univers à telle ou telle étape. Les étoiles vont disparaître, tout va devenir des trous noirs, les trous noirs vont s'évaporer, la matière elle-même est instable, sauf les atomes de fer. Donc, dans 10 milliards de milliards de milliards de milliards d'années, enfin, et plus, tellement il y a de zéro, il n'y aura plus que quelques atomes de fer qui se baladeront à droite, à gauche. En plus, que vous mentionnez l'univers en expansion aggrave les choses. Par exemple, lorsque l'univers... Non, alors il est en expansion, mais c'est pire. L'expansion s'accélère. Lorsqu'il était simplement en expansion à peu près constante, il y a ce qu'on appelle un horizon cosmologique. Comme la lumière se propage à une certaine vitesse, et que l'univers a en gros, on va dire 15 milliards d'années pour arrondir, on ne peut pas voir au-delà de 15 milliards d'années-lumière. Mais il y a des choses au-delà. Et tous les ans, il y avait des galaxies qui rentraient dans notre horizon. Et maintenant, c'est l'inverse. Maintenant qu'on sait qu'en contraire, l'expansion s'accélère, c'est des galaxies qui sortent de notre horizon. Et il y aura un temps où, à partir de la Terre, en supposant que nous soyons toujours vivants, nous ne verrons plus que la nébuleuse Andromède. Et tout le reste du ciel aura disparu, il sera en dehors de notre horizon. Puis plus tard, nous ne verrons même plus la nébuleuse Andromède, nous verrons que notre Voie lactée.
Enfin, je suis très triste de vous dire ça, mais c'est effectivement le futur de l'univers. Alors, ce futur de l'univers, c'est à très long terme, hein, très long terme. On a le temps de faire plein de choses avant. Hein. C'est effectivement le chaos, mais au sens mythique du terme. Hein. C'est quelque chose d'informe où il n'y a plus grand-chose d'intéressant qui se passe. Je peux me permettre quand même, pour peut-être de vous dire, de vous demander ce que vous pensez des théories qui ne sont pas des théories de dilution de la matière et de refroidissement global de l'univers, mais des théories de Big Crunch, par exemple, oui. Des théories de rétractation de la matière à cause de la force gravitationnelle. Enfin, je veux dire, la théorie que vous venez d'énoncer, qui est quand même un petit peu catastrophique, même si c'est pas pour nous, c'est pas la seule. Non. Alors, il y a d'autres hypothèses. Le Big Crunch, plus personne n'y croit à l'heure actuelle, du fait de l'accélération d'expansion. Il y a une vingtaine d'années, c'était tout à fait dans les hypothèses, tout dépendait de la densité de matière de l'univers. Mais maintenant, on sait qu'avec les observations récentes, on n'y croit plus. En revanche, notre univers, ce n'est pas le seul univers. Ce n'est pas l'être avec un grand E, comme disaient les Grecs. Il n'y a aucune raison de penser que l'univers venant de notre Big Bang, c'est la seule chose et le seul univers et que ça recouvre d'où l'être. Ça n'est probablement, en particulier selon les théories d'un certain Lindet, ce n'est probablement que quelque chose d'extrêmement local et tout petit. Il y a très certainement une multitude infinie d'univers, chacune avec ses propres lois, ses propres constantes physiques, etc. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans notre univers. C'est que les constantes physiques fondamentales, il y en a une quinzaine, sont ajustées avec une précision telle que si on change l'une d'entre elles, même de la 10e décimale ou pire en certains cas, la vie n'existe plus. En d'autres termes, si notre univers est le seul, il a été ajusté, mais alors avec une précision absolument fantastique. Alors certains diront, bah ça c'est Dieu qui a fait l'ajustement. La science ne peut pas répondre à ça, donc je fais glisser les hypothèses. D'autres diront, eh bien, il y a effectivement plusieurs univers. En fait, le substrat du monde serait ce qu'on appelle un vide quantique, en tant qu'on le sache. Ce vide quantique est instable et il crée des univers en permanence. Et chaque fois qu'il crée un univers, les constantes sont de nouveau tirées au sort. Donc, il y a des univers dans lesquels les constantes sont mauvaises. C'est un univers informe, chaotique, sûrement au sens mythique du terme, il ne se passe rien, il n'y a pas d'observateur. Et puis forcément, sur le nombre, s'il y a un nombre infini d'univers de ce type, il y en a forcément quelques-uns où la vie est possible et où il y a des observateurs. Alors on a tiré le gros lot à ce moment-là. Maintenant, on ne peut pas en dire plus du point de vue scientifique. On a tiré un lot. On a tiré un lot. Enfin, le lot qui nous permet d'en parler. Voilà. Encore une toute petite chose avant de revenir aux questions de nos amis. On commence à se demander si toutes les constantes sont si constantes que ça. Alors vous allez me dire si une constante n'est pas constante, où est-ce qu'on va? Mais c'est quand même dans l'air du temps. Non, tout à fait. La question est tout à fait correcte. Elles sont constantes en tant qu'on le sache, du point de vue expérimental. Par exemple, lorsqu'on observe les lumières des étoiles lointaines, des spectres des étoiles lointaines, des galaxies lointaines, les spectres sont les mêmes que ceux qu'on reproduit sur Terre. Donc si vous voulez, alors plus on va loin dans l'espace, plus on va loin dans le passé. Quand on observe une galaxie qui a 10 milliards d'années-lumière, on la voit telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années. Donc ça veut dire que lorsqu'on mesure, qu'on étudie ces spectres lumineux, qu'on constate qu'ils sont les mêmes que sur Terre, ça veut dire qu'au moins là-bas, il y a 10 milliards d'années, les constantes avaient la même valeur. Maintenant, est-ce qu'elles sont vraiment constantes? Tout ça, ça relève de l'expérience, comme je viens de le dire, et l'expérience n'est jamais précise avec un nombre infini de constantes. Donc on ne peut pas rejeter l'idée que des constantes ne soient pas tout à fait constantes. Mais là, on a toute une partie de la physique qui est à la frange de la métaphysique, en quelque sorte, où sur la base d'équations et de théories solides quand même, hein, on ne fait pas n'importe quoi, on peut dire il se pourrait que ce soit comme ceci, il se pourrait que ce soit comme cela, mais on ne peut pas le vérifier. Donc on est dans ce cas-là, dans ce que j'appellerais de la physique métaphysique. C'est le cas à l'heure actuelle de la théorie des supercordes. Elle est magnifique cette théorie peut-être, mais personne n'est capable de la vérifier. Pour l'instant, il y a des espoirs, mais
Donc il y a toute une frange de la physique, c'est nouveau ça, c'est quelquefois c'est nouveau. Il y a une époque, la physique et la métaphysique, c'est deux choses différentes. Hein. On ne faisait pas d'élucubration physique, on se contentait de ses casseroles, de son moteur à explosion. Et maintenant, on touche à ce qui se passe au début de l'univers il y a 15 milliards d'années, on touche à des conditions de pression, de température phénoménales, etc. Et donc, effectivement, on touche par moment à des choses où nos équations nous disent ça pourrait être comme ça, mais est-ce que c'est comme ça? Voilà. Donc, je crois que c'est une nouveauté complète que notre physique est réellement devenue, dans toute une frange, métaphysique. Alors pour le Big Bang, je crois que les gens font attention de dire c'est le modèle du Big Bang. On n'a pas mieux à l'heure actuelle. Ça explique tout ce que l'on observe. Ou tout au moins, s'il y a des choses que ça n'explique pas, ou on espère peut-être que ça va marcher dans les années qui vont suivre, quoi. Mais en même temps, pour prendre l'expansion accélérée de l'univers, on ne sait pas d'où vient cette expansion accélérée de l'univers. La matière auquel nous sommes habitués et que nous voyons autour de nous ne représente qu'à peu près 4% de la matière existante. Ce que sont les 95% de l'univers nous est totalement inconnu. Et pourtant, c'est là autour de nous. Nous ne savons pas ce que c'est. Alors, on sait cela justement parce que si on prend en compte cette accélération de l'univers, si on prend en compte la loi de répartition des vitesses autour de la galaxie, on voit qu'il y a des masses manquantes. Si on applique par exemple une galaxie en rotation et qu'on calcule les vitesses des étoiles dans cette galaxie à partir du centre en appliquant la loi de Newton, ça ne marche pas du tout. Il y a deux choses ou l'autre. Il y a plusieurs. Ou la loi de Newton est fausse finalement. Après tout, elle pourrait être fausse à grande échelle, ou même à très petite échelle. Ou bien il y a de la masse qui manque, donc de la masse qu'on ne voit pas. Les spécialistes de ce sujet-là, ceux dont je ne suis pas, pensent qu'il y a effectivement de la masse manquante. Donc cette masse manquante expliquerait, on appelle la masse noire, quelquefois, expliquerait donc le fait que les galaxies tournent à une vitesse qui n'est pas tout à fait normale. Pour l'expansion de l'univers, ce n'est pas une masse manquante, c'est une énergie noire. On appelle ça une énergie noire. Lorsqu'Einstein a écrit les équations de la relativité, à l'époque, on croyait que l'univers était statique, en moyenne. Et ces équations prouvaient que l'univers n'était pas statique. Il n'était pas possible de faire un univers statique. Soit il explosait, soit il implosait. Alors Einstein, qui était persuadé que l'univers était statique, il a dit, qu'à cela ne tienne, je vais rajouter dans une équation une constante, qu'on appelle la constante cosmologique, et puis il a dit, voilà, comme ça, tout va bien, l'univers est statique. Et puis on a découvert après, avec les observations de Hubble, que l'univers était en expansion. Einstein a gentiment retiré sa constante cosmologique en disant, c'est la plus grande erreur que j'ai faite de ma vie. Et maintenant, pour expliquer l'expansion accélérée, on réintroduit une constante cosmologique qui permet de prendre cela en compte dans l'expansion de l'univers, sans savoir absolument pas à quoi correspond cette constante. On n'a aucune idée de ce que cache cette énergie noire. Donc, indépendamment du fait, on le sait bien, que le monde n'est pas tout à fait comme on croit le voir, n'empêche que ce qu'on voit ou qu'on croit voir ne représente que 4 à 5% de ce qui existe matériellement dans notre univers. Donc il y a encore, pour l'avenir, beaucoup de choses sûrement à découvrir. Ça me rappelle un film, d'ailleurs, si je peux me permettre, ça me rappelle un film qui est Le jour où la Terre s'arrêta, dans les films de science-fiction, un extraterrestre qui arrive, et puis, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il va avoir un prix Nobel, et puis alors il écrit, l'extraterrestre écrit les équations de la relativité générale, et puis il écrit égale 0, et puis il met différent de 0. Et l'autre, il fait « Est-ce que c'est possible ?» Le simple fait de mettre égal 0 ou différent de 0 modifie complètement le futur de l'univers. Absolument. Alors, ce différent de 0, eh bien, ça peut être la constante cosmologique, mais ce qu'est cette constante homologique, on n'en sait rien du tout. Si Newton a tort, c'est la gravité qui n'est plus, qui ne serait pas une constante. Non, c'est la loi même de la gravité qui est modifiée. Des questions sur le chaos, des questions sur... Oui, je crois là-bas. Oui, bonsoir, monsieur. Ah, il ne marche pas. C'est vraiment très chaotique. Allez-y. Allez-y. Oui? Non, ça ne marche pas. Bon, il faut peut-être allumer le petit bouton derrière. Voilà, très bien, là je l'entends. Est-ce que Oui, bien sûr, avec plaisir.
Absolument. Je résume pour les personnes qui auraient mal entendu, le battement du papillon qui déclenche la tempête pourrait aussi l'éviter. Ben oui. Tout à fait. Alors le chaos n'est pas quelque chose qui rend pessimiste. Il a les deux facettes. Je vais vous donner peut-être deux exemples. Un exemple pour la vie de tous les jours, puis un exemple peut-être concernant notre existence même. La vie de tous les jours, c'est le comportement du cœur. Lorsque vous avez un cœur qui fait une fibrillation cardiaque, ça ne rentre pas dans le cadre du chaos que je viens de parler, que je viens de discuter là, parce que dans le chaos que j'ai discuté, il n'y a pas d'effets spatiaux, enfin bon, bref, qu'importe. Ça rentre dans un cadre chaotique. En quelque sorte, vous avez plein d'oscillateurs qui se mettent dans le cœur à jouer pour leur propre rôle, qui ne sont plus synchronisés. Et c'est différent, et donc le cœur ne pompe plus efficacement. Alors on met un choc, et on remet tout en route pour qu'en gros le cœur batte de manière suffisamment régulière. Mais il ne faut pas croire pour autant qu'un cœur qui bat régulièrement est en bonne santé, pas du tout. Parce que, vous m'avez vu, j'ai gesticulé, j'ai fait des sauts en l'air, j'ai hurlé quand ça ne marchait pas, je me suis déplacé vers le computer et autres. À chaque fois, mon cœur doit changer de rythme. Donc, pour faire ça correctement, il faut qu'il soit capable de changer de rythme. En d'autres termes, il faut qu'il ait une souplesse suffisante, une flexibilité suffisante, qui est typique du chaos pour réagir correctement. Alors un autre exemple aussi d'optimisme, nous sommes là grâce au chaos. Je vais vous raconter une histoire qui est tout à fait intéressante, me semble-t-il. D'abord, une histoire dans l'histoire. L'histoire dans l'histoire, je la sors de l'assimile de portugais. C'est un visiteur quelqu'un qui va visiter un muséum d'histoire naturelle. Et il y a un superbe Tyrannosaurus Rex qui trône dans la première pièce. Et le visiteur va demander au gardien depuis combien de temps ce dinosaure se trouve là. Et le gardien lui dit ça fait 65 millions d'années et 20 ans. Comment vous pouvez être aussi précis? C'est pas compliqué. Quand je suis arrivé dans mon poste il y a 20 ans, il avait 65 millions d'années. Alors maintenant, on va se placer à 65 millions d'années moins 100 000 ans. Que s'est-il passé il y a 65 millions d'années, moins 100 000 ans? Alors vous savez comment fait le système solaire? C'est le Soleil, et puis les planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et puis alors là, je suis très malheureux, mais je mets Pluton quand même. Oui, allez, ouais, mais ça, moi aussi, ça me fane le cœur. Surtout avec les boules de pétanque, voilà. Là, c'est trop. On garde Pluton. Les astronomes décidaient que Pluton n'était plus une planète, donc on va garder Pluton. Et alors, tout ça obéit à une loi approximative qui n'a pas de base physique, une loi qui relève de la numérologie. Enfin, toujours est-il que quand on applique cette loi, on s'aperçoit qu'il manque une planète entre Mars et Jupiter. Donc on a pointé les télescopes vers cet endroit-là, et on a trouvé un objet qui s'appelle CRS, qui est assez gros, quand même, un petit caillou, mais enfin, peut-être 10 km ou 100 km de diamètre, je ne sais pas. Enfin, on s'est dit, voilà la planète manquante, mais c'est un peu petit pour une planète, puis on a trouvé un autre caillou, puis un autre. En fait, c'est toute une ceinture d'astéroïdes qui se trouve là. Alors, ce n'est pas une planète qui a explosé, c'est une planète qui ne s'est pas formée. Elle ne s'est pas formée en particulier à cause du chaos. Alors, il y a un chaos dissipatif, qui est celui que je vous ai expliqué, où il y a des attracteurs. C'est-à-dire, en fait, il y a de la dissipation, des frottements, donc les choses sont attirées. Et puis, il y a un chaos non dissipatif, qu'on appelle le chaos hamiltonien, qui est celui des planètes. Donc, ce chaos hamiltonien, il n'y a pas d'attracteur, mais il y a toujours imprévisibilité du futur. Et dans cette ceinture d'astéroïdes, vous avez des zones où il y a beaucoup d'astéroïdes, ils suivent des orbites bien gentilles, puis d'autres où il n'y a quasiment rien. Qu'est-ce qui se passe dans ces zones où il n'y a quasiment rien? Simplement, pour des problèmes de sensibilité aux conditions initiales, régulièrement, un astéroïde se trouve éjecté de la ceinture. Il y a 65 millions d'années, moins 100 000 ans, un astéroïde a été éjecté pour des raisons de chaos hamiltonien de la ceinture d'astéroïdes. Il a voyagé 100 000 ans, et 100 000 ans après, donc à 65 millions d'années, il a percuté la Terre. C'était la fin des dinosaures, ce qui a permis l'émergence, les mammifères existaient, mais enfin ils n'étaient pas très développés, c'est permis l'émergence des mammifères qui se sont développés jusqu'à l'être humain. Donc si nous sommes les enfants des étoiles, comme on aime dire de temps en temps, nous sommes aussi réellement les enfants du chaos. D'abord parce que sans le chaos, nous ne serions pas là, mais peut-être uniquement les dinosaures. Et puis sans le chaos, notre cœur ne fonctionnerait pas non plus correctement. Enfin, en prenant le chaos dans un sens un petit peu moins rigoureux que celui que j'ai exposé. Nous avons besoin d'un cœur qui soit capable de s'agiter de manière pas complètement régulière. À tel point d'ailleurs que la mesure de la régularité du cœur est une mesure de bonne santé du cœur. Un excès de régularité n'est pas une bonne chose. D'autres questions sur le chaos? Et allez-y, je vous en prie. Oui, au balcon? Non? Toujours pas? Oui? Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir. Et c'était concernant l'attracteur de Lorentz. Je voulais savoir si le cercle est présent dans ce modèle. Alors, le cercle, non, mais des orbites fermées. Bon, je vais peut-être un petit peu technique, si vous voulez. Attendez, peut-être précisez votre question. Pourquoi vous intéressez au cercle? En tant que forme parfaite. Voilà. Alors, en tant que... Bon, ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, le cercle était une forme parfaite. Donc, on a longtemps... ça a été la base de toute l'astronomie de Ptolémée. Finalement, on a découvert que les orbites des planètes étaient elliptiques et non pas circulaires. Et puis, on a découvert que l'orbite de certaines planètes était chaotique. On pense que le système solaire maintenant est chaotique à des échelles de 200 à 300 millions d'années à peu près. Donc on n'est pas du tout sûr de la stabilité future du système solaire. Donc on est très très loin du cercle déjà pour l'astronomie. Alors il n'y a aucune raison profonde que le cercle soit aussi présent sous cette forme parfaite dans l'attracteur de Lorentz. Néanmoins, vous avez presque raison quand même. Parce que comment est structuré un attracteur étrange? En fait, lorsqu'on l'analyse en détail, on s'aperçoit qu'il est fait d'orbites périodiques qui se bouclent sur elles-mêmes, mais que les orbites sont instables. Oui, je disais donc, on s'aperçoit que l'attracteur étrange, comme celui de Lorentz, est fait d'orbites périodiques qui se bouclent sur elles-mêmes, totalement, mais qui sont instables. Alors, une orbite périodique, ça peut avoir une forme qui n'est pas circulaire, mais comme elle se boucle sur elle-même, du point de vue topologique, c'est un cercle. D'accord? Si vous prenez une ellipse, par exemple, ce n'est pas un cercle. Mais topologiquement, c'est un cercle, parce que vous pouvez déformer l'ellipse de manière continue pour en faire un cercle. J'avais des profs de géométrie qui n'étaient pas topologiques. Alors, donc, pour un topologue, pour un topologiste, une ellipse, c'est un cercle. Si vous prenez une orbite périodique dans l'attracteur de Lorentz, un truc fermé, sauf si elle se boucle sur elle-même, enfin, c'est un nœud en quelque sorte, toutes ces orbites-là sont des cercles topologiquement. Et donc, il y a toute une analyse des attracteurs étranges qui est basée sur l'extraction des orbites périodiques. Certaines sont des cercles, d'autres n'en sont pas, au sens topologique du terme. Et ce que fait la trajectoire, en fait, elle s'approche d'une orbite périodique. Mais comme elle est selon une certaine direction, mais comme l'orbite est instable, elle va être éjectée de l'orbite, repartir vers une autre orbite, parce que cette orbite périodique a une direction stable et une direction instable, en quelque sorte. Si vous voulez, quand vous prenez une orbite périodique instable, elle n'est pas instable dans toutes les directions. Donc elle va attirer d'un certain côté, mais elle va rejeter de l'autre. Donc l'orbite réelle commence par être attirée par l'orbite instable, selon une direction stable, puis tôt ou tard, à cause d'une perturbation, elle va être éjectée selon la direction instable. Donc l'attracteur de Lorentz fait joujou en permanence entre ces orbites périodiques instables, dont la plupart au moins sont topologiquement des cercles. Mais ce ne sont pas les cercles au point de vue forme parfaite, platonicienne, telle que Platon le pensait, et Aristote, bien sûr, et Ptolémée. Et même Copernic, c'est très intéressant, parce que lorsqu'on dit que Copernic a découvert que le Soleil était au centre, disons, de notre système, c'est faux, il n'a rien découvert du tout. Il ne connaissait pas les lois de la mécanique céleste. Ce qu'a fait Copernic, c'est qu'il a utilisé le même système de cycle et d'épicycle que Ptolémée, de cercle parfait. Puis il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets le Soleil au centre, au lieu de mettre la Terre? Il a refait les calculs de Ptolémée en mettant le Soleil au centre. De sorte qu'à l'époque, rien n'avait été démontré. J'adore cette histoire-là, mais le procès de Galilée, lorsqu'on a dit à Galilée, dites que c'est une hypothèse que le Soleil est au centre de l'univers, eh bien, je suis désolé, mais les ecclésiastiques avaient totalement raison. Il n'y avait absolument aucune preuve à l'époque que ce soit le cas. C'était simplement une hypothèse. Et ce que demandait le jury ecclésiastique, simplement que Galilée admette que c'était une hypothèse. Mais comme c'était quelqu'un d'extrêmement têtu, un peu arrogant, il n'a jamais voulu admettre qu'il avait tort. Il avait tort. Il s'est trouvé qu'il a eu raison à la fin. Mais méthodologiquement, du point de vue de la méthodologie scientifique, il avait tort. C'est bien ça, c'est bien, c'est quantique ça, de pouvoir avoir raison et puis tort après, c'est super. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, alors, oui, madame, monsieur, tout de suite après, allez-y. Quelle cause génétique participe de ce modèle?
que les Génétique. Les codes génétiques de vivants, est-ce qu'ils suivent aussi ce modèle d'imprévisibilité, des choses pas prévisibles? Alors là, on sort un peu de ma spécialité, si vous voulez. Je ne suis pas généticien, donc je vais faire très attention à ce que je dis. S'il y a un généticien dans la salle, je lui passe la parole. Bon, si on se réfère simplement à Darwin, les mutations sont au hasard. Est-ce que ce sont du hasard au sens du chaos? J'en suis pas persuadé, en fait. Vous voyez, il y a plein Quand vous tirez un dé au hasard, est-ce que c'est du chaos? C'est pas du chaos au sens de ce que je viens de dire. N'empêche qu'il est vrai que selon une petite variation au départ dans le lancement de dés, vous tomberez sur le 1 ou sur le 6. On a une difficulté avec le mot chaos qui a certainement été très mal choisi quand on parle de science. C'est que vous voyez, il a plusieurs sens en réalité. Il y a bien ce sens de chaos informe, d'imprévisibilité du futur, et puis on mélange un petit peu tout. Et c'est vraiment, par moments, extrêmement difficile de parler correctement. On a très vite fait de déraper. Alors, il est certain que ces mutations sont au hasard. Enfin, au moins certaines d'entre elles, peut-être pas toutes. Peut-être certaines sont dirigées parce que les structures des protéines font que certaines mutations seulement sont possibles. Je sors un peu de mon sujet, si vous voulez. Je ne peux pas répondre affirmativement à votre question, ni négativement non plus. Voilà, je pose des questions en réponse à votre question. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que les mutations utiles sont gardées, elles. Oui, absolument. Pas au hasard. Non. Elles sont sélectionnées. Oui, monsieur. Donc, merci d'abord pour votre brillant exposé. Déjà, je voulais féliciter votre cœur qui nous a permis d'entendre tout ce que vous nous avez raconté. Mais je voudrais vous préciser une chose, c'est que d'abord, il y a des patients qui sont des fois greffés et pour lesquels le cœur, du coup, n'a pas de modification de la fréquence cardiaque, puisque un cœur greffé n'a pas d'innervation tout simplement par le fait qu'il a été greffé. Et pour autant, je pense que quelqu'un qui aurait un cœur greffé, donc sans modification du battement cardiaque, pourrait tout à fait faire cet exposé. Donc, je ne suis pas complètement sûr qu'on ait besoin du chaos pour faire ce que vous avez réussi à faire ce soir. Non, en tout cas, merci beaucoup pour votre exposé. Tout à fait. Non, mais vous avez absolument raison. Nous avons fait une thèse dans mon laboratoire justement sur le cœur, en collaboration avec le CHU de Rouen, pour se poser cette question. Et dans le sens très strict du langage, si vous voulez, chaotique, au sens scientifique que j'ai exposé ce soir, on sort avec le cœur de cette terminologie-là. En revanche, on a pu utiliser des outils de représentation qui viennent de la théorie du chaos, genre portrait de phase, des choses comme ça. Donc on prend un signal, un électrocardiogramme, on reconstruit par une méthode qu'on appelle la méthode des portraits de phase, une autre visualisation du comportement du cœur. Et on a pu s'apercevoir, donc en aveugle, qu'on pouvait différencier des cœurs malades et d'autres pas sur la forme des portraits de phase. Donc ça, c'est une visualisation donc les cœurs effectivement trop réguliers sont malades. Si vous êtes cardiologue, vous me confirmerez probablement. Il faut que le cœur ait une certaine flexibilité, mais on sort de la théorie du chaos. En revanche, ce qu'on avait utilisé, c'est des représentations graphiques venant de la théorie du chaos qui avaient été concluants. Maintenant, je suis d'accord avec vous que le cœur ne relève pas de la théorie du chaos dans le sens où je viens d'en parler pour de multiples raisons. Je peux m'en expliquer un petit peu. Le chaos que je viens de discuter s'appelle le chaos temporel. Et vous avez des variables qui dépendent du temps. Et mon pendule, qui est l'exemple même, c'est un système très simple. Imaginez que vous mettiez une ligne de pendule les uns à côté des autres. Vous allez déjà avoir quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et ça, on appelle ça le chaos spatio-temporel, parce que chaque pendule peut être chaotique, mais il va communiquer avec ses voisins dans l'espace. Donc ça, c'est quelque chose de déjà beaucoup plus compliqué, qui est bien moins connu que le chaos proprement dit. Après, au lieu de mettre une ligne de pendule, vous pouvez mettre des pendules sur une surface, les répartir à 3 dimensions. Et quand vous avez fait ça, vous êtes encore très très loin du modèle du cœur, bien entendu. Donc, ce qu'on peut faire en revanche pour le cœur, c'est des représentations qu'on emprunte à la théorie du chaos, ou du vocabulaire, mais qui n'est pas une explication, si vous voulez. Voilà, c'est sûrement ça que vous voulez. Oui, je voulais du coup poser la question suivante. Il y a tout un pan de la recherche aujourd'hui qui s'intéresse à l'action des systèmes complexes. Et notamment, en fait, c'est des systèmes qui sont régis par un grand nombre de facteurs et qui, du coup, nécessitent une vérification par l'expérience de façon à pouvoir déterminer le futur. Est-ce que le chaos, quand vous le définissez comme imprévisible, ce n'est pas justement parce qu'on n'a pas encore identifié les facteurs qui étaient présents initialement pour permettre de prévoir le futur? C'est the question, ça. Hein. Non, pas du tout. Sur les systèmes que je vous ai montrés, en particulier l'attracteur de Lorentz, le système d'équation est déterminé.
Donc il manque rien. Il ne manque pas de facteurs. Sur cette équation, il n'a que 3 équations, il est totalement déterminé, il ne lui manque rien, et il génère le chaos. Donc maintenant, si vous avez un système très complexe, comme je viens de l'expliquer déjà avec le chaos spatio-temporel, pour arriver à un système très complexe, mettons comme une société humaine, hein, moi, société d'insectes, c'est pour faire penser, mais ce n'est pas une société humaine, c'est insecte. Si vous voulez arriver à une société d'insectes, il faudrait imaginer déjà quelque chose d'encore plus compliqué que le cœur, hein, étendu dans l'espace, avec 9 milliards de personnes qui interfèrent en permanence, chacun étant sa propre équation, et ils disent les philosophes capables de libre arbitre. En tout cas, s'il n'est pas capable de libre arbitre, il est souvent difficile de prévoir le comportement des uns et des autres dans la minute qui suivent. Tout ça est couplé, ça fait quelque chose qui sort complètement de la théorie du chaos telle que je l'ai exposée. Ce qui reste valable malgré tout, d'un point de vue presque, je dirais, philosophique ou explicatif, c'est d'utiliser le langage. Par exemple, le concept très fort de sensibilité aux conditions initiales est très important. C'est une manière de décrire, par exemple, la crise que nous vivons actuellement dans le monde arabe. Qu'est-ce qui s'est passé pour prendre le langage du chaos? Vous avez un Tunisien, un jeune homme, qui est diplômé, je crois même diplômé d'enseignement supérieur, si je ne me trompe pas, qui ne trouve pas de travail et qui décide de vendre des fruits et légumes pour survivre. Les policiers passent, alors soit pour l'embêter, soit parce qu'il n'est pas tout à fait en conformité avec la règle, je ne sais pas. De désespoir, il s'immole. Alors c'est quelque chose d'extrêmement tragique. Je n'ose pas employer le mot de perturbation initiale dans ce cas-là. Vous voyez bien le problème. C'est quelque chose d'extrêmement tragique. Je suis allé voir sur Internet les images, comme d'autres. On change tout de suite. Hein. C'est absolument affreux. Donc vous avez... Prenons le langage scientifique quand même, une perturbation initiale qui, un certain nombre d'années, n'aurait pas eu de grandes conséquences. Mais là, vous êtes dans un système qui était déjà un peu instable. La perturbation initiale, par Internet et par l'horreur des images qu'on a pu voir, a envahi la Tunisie, on dirait en physique, envahi le système, a provoqué cette révolution du jasmin, qui a déteint sur l'Égypte, qui provoque la crise de Libye actuellement, dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir, et qui a vraiment là envahi le système au niveau mondial du terme. Ça, le langage du chaos est totalement typique. Il peut être utilisé dans ce cas-là, même si on n'a pas d'équation pour modéliser le phénomène. En d'autres termes, on peut presque en faire une règle de sagesse, quoi que l'on fasse, ici, là, tout seul, nous, on peut avoir des conséquences, nos comportements peuvent avoir des conséquences inimaginables, bénéfiques ou désastreuses, sur l'ensemble même de l'humanité dans certaines circonstances instables. Et ça, on peut l'expliquer avec le langage du chaos, même si la théorie du chaos, rigoureusement discutée, comme je l'ai fait, ne s'applique pas, bien sûr, dans des situations aussi complexes. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser une question un peu technique. Vous avez présenté un très beau dessin, très artistique. Mais avant, vous aviez les équations de Lorentz. Dans les équations de Lorentz, vous avez un XZ et un YZ. Et puis, vous avez dit sensibilité aux conditions initiales. Et vous avez présenté les papillons. Alors, où est la difficulté? La difficulté, c'est que vous faites de la simulation numérique. Comme vous faites de la simulation numérique, vous introduisez à chaque pas de votre itération une erreur d'approximation. Alors, tout le monde a utilisé ces formules, ces équations, mais je suis en train de me demander si quelqu'un a essayé de vérifier, en augmentant la précision, si les courbes sont les mêmes. Alors, c'est une question extrêmement intéressante, parce qu'effectivement, dès que on a des termes non linéaires, en général, les mathématiques, c'est du brut, non hein? Oui, je m'excuse, mais j'ai été opéré des yeux il y a un an, mais quand même, c'est pas tout à fait... Voilà. Alors, effectivement, alors c'est pire que ça, parce qu'on fait non seulement une erreur, mais on discrétise. Hein, les équations de Lorentz sont des équations continues, on fait une discrétisation, donc on transforme un système continu en un système discret, et on sait que dans certains cas, ça aboutit à la catastrophe. Alors, on peut calculer avec plus de précision, on retrouve quand même l'attracteur. Alors, une chose qui nous rassure, alors en revanche, y a-t-il un tracteur chaotique au sens strict mathématique du terme? C'est la question à 100 000 $. D'accord? On le croit tous. Il y a des cas où ça a été démontré. La parabole logistique, par exemple, la société d'insectes, ce qu'on appelle la parabole logistique, on a pu démontrer que c'est un chaos dans un sens strict du terme.
c'est au moins un chaos, comment dire, réaliste, parce que les erreurs d'intégration que tu fais à l'ordinateur, c'est tout à fait similaire dans un système réel aux erreurs thermiques qui viennent de l'extérieur. Bon, ben, on va vous laisser, je crois. Hein, et puis un dernier mot, il y a le théorème de l'ombre. C'est-à-dire le shadow théorème, c'est-à-dire que même si l'orbite calculée est fausse, elle l'est forcément, puisqu'on ne peut pas calculer correctement une orbite dans un système qui est censé position initiale, elle est en train de suivre, comme son ombre, une orbite réelle. T'es content? Voilà. Voilà, la réponse vous satisfait, monsieur. Hein, bon. Qui a une question simple? Oui, monsieur, bonsoir. Je vais poser une question très, très simple et peut-être basique. Faites-vous une différence entre le chaos et le désordre? Et une autre petite remarque, vous avez fait une illustration musicale du chaos, et j'ai trouvé ce chaos très calme. J'aurais peut-être, moi personnellement, mis plutôt une fosse d'orchestre avant un concert, où chacun joue quelque chose de structuré dans son coin, mais du point de vue musical, c'est vraiment anarchique, c'est désordonné. On voit que monsieur a souffert. Oui. Mais il y a une telle récompense après. Écoutez, alors c'est très intéressant votre question, il y a plein de choses à raconter, je vais peut-être me laisser un peu aller. J'étais au théâtre dimanche dernier pour écouter Donizetti, Les désirs d'Amore, et donc j'écoutais ces tâtonnements musicaux et j'identifiais du Wagner. Ils essayent, je me souviens bien, oui c'était là effectivement, et donc je dis tiens, ils essayent, ils se font Donizetti en jouant des bouts de Wagner, puis alors c'était pas, chacun jouait pour lui-même, mais on reconnaissait bien que c'était pas n'importe quoi qui était joué. Donc il y avait de l'ordre dans l'ensemble des structurés. C'était pas un désordre complet. D'ailleurs, si chacun joue pour échauffer son instrument, pour vérifier qu'il est accordé, il ne fait pas du désordre complet. Vous voyez ? Donc en ce sens-là, ce n'est pas le chaos mythique. Le chaos mythique, c'est quelque chose qui est indescriptible, effectivement. Ce que vous avez décrit là est descriptible. Ce que j'ai montré au point de vue sonore est descriptible aussi. C'est quelque chose qui est indescriptible, qui n'a aucune forme, et qui est le désordre complet. Alors, désordre complet, on pourrait penser jouer certaines musiques chaotiques de certains musiciens modernes, ça pourrait être aussi une approche du chaos, mais c'est quelque chose qui est au-delà des mots, en fait. Et alors, j'ai choisi Wagner en particulier. D'abord Wagner, parce que c'est tout à fait dans l'esprit de l'œuvre. Wagner montre un monde qui est en train d'apparaître sur scène à partir de quelque chose de préalable. On apprend progressivement qu'il s'est passé des choses avant. Wotan avait perdu son œil, c'est pas, mais qui est dans les limbes. Hein. Et même quand on regarde les mythes de création du monde, souvent, avant la création proprement dite, où l'homme apparaît, vous avez des géants plus ou moins bizarres qui se font démembrer, des choses comme ça. Alors, ça relève un peu du chaos aussi. Et dans Wagner, l'homme apparaît tardivement. Si on associe l'homme avec Siegfried ou des gens comme ça, ça commence par des êtres mythiques, les Nibelungen et les dieux, et les sirènes qui sont dans le mythe. Hein, l'homme apparaît tardivement. Alors, on peut avoir plusieurs approches différentes du mot chaos au sens quotidien du terme ou au sens musical. En revanche, comme vous voyez que vous êtes musicien, vous avez un très bel exemple de tohu-bohu dans les maîtres chanteurs de Nuremberg, à un moment donné, qui est absolument fantastique, là, qui est du tohu-bohu dans le sens de choses désordonnées. Là, bon. Alors, est-ce que le chaos, c'est le désordre? Alors oui, dans le chaos mythique, c'est marqué dans le dictionnaire, désordre, confusion générale. Le chaos scientifique, non, il est extrêmement ordonné. Quand vous voyez ces attracteurs étranges, on ne peut pas dire que c'est du désordre. C'est irrégulier, parce qu'on ne peut pas prédire très longtemps dans le futur ce qui va se passer, mais ce n'est pas du tout désordonné. C'est extrêmement ordonné. Dans l'attracteur de Lorentz, je reviens à la question que monsieur avait posée avec le cercle, l'ordre est imposé par des structures périodiques qui sont bien fixes et bien répertoriées. On peut les analyser les unes après les autres, les décrire, les documenter. Et ce qui est en fait désordonné, c'est le passage des trajectoires d'une orbite à l'autre. Mais le squelette, on appelle ça un squelette d'orbite périodique, est une chose extrêmement ordonnée, avec des nœuds qu'on peut qualifier dans le cas de la théorie des nœuds. Et donc, vous voyez, c'est le problème du mot chaos. Oui, c'est du désordre si on parle du chaos mythique,
Il y a un désordre évidemment descriptible, de sorte que vous préférez la fausse d'orchestre, et moi j'ai plutôt préféré Wagner, mais les deux sont... Et en même temps, c'est quelque chose de très ordonné si on pense au chaos scientifique. Moi, j'aimerais revenir sur un point qui me paraît, qui me chagrine, qui me paraît vraiment... Ou alors, je n'ai pas compris. Parce que le chaos, moi, avec la chambre de mon fils cadet, j'ai des souvenirs de ce que ça peut être sur le plan pratique. Mais ce qui me paraît quand même essentiel, c'est que vous nous éclairiez sur le chaos scientifique, pour ne pas dire mathématique d'ailleurs, enfin le chaos scientifique, et le concept de déterminisme. C'est-à-dire, je me demande si les scientifiques ne sortent pas de leur poche le mot chaos en disant voilà, il y a un certain ordre malgré tout, même s'il y a de l'imprévisibilité, mais si le problème, c'est pas précisément cette imprévisibilité. C'est-à-dire si finalement cette vieille question posée aux scientifiques ne revient pas un peu de façon détournée par la troisième bande du billard, nous appelons chaos ce dont nous sommes incapables d'analyser les conditions initiales en quantité et en qualité suffisantes. Oui. Alors non, je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Il s'agit bien de... Oui, non, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Je vais essayer de donner la bonne réponse. C'est une bonne question, oui. Ce n'est pas la seule, mais c'est une bonne. Toutes les questions étaient bonnes, d'ailleurs. La question du déterminisme est fondamentale. La science a commencé très longtemps par la notion de déterminisme. Elle est apparue avec les Grecs quand on a commencé à se poser la notion de causalité. Chez Démocrite en particulier, qui a écrit je ne sais pas combien de traités, dont la plupart sont perdus, les causes de ceci, les causes de cela et autres. Et on a raisonné donc en causalité. Et les philosophes aussi ont pensé, bien avant les scientifiques, que le monde était déterminé. Si on connaît les conditions initiales, eh bien on peut prédire tout le futur. Alors on a la fameuse parole de Laplace, et le démon de Laplace, qui dit donnez-moi toutes les positions initiales de l'univers, moi je vous calcule tout le futur. Pourquoi? Parce qu'on a des équations qui étaient censées décrire parfaitement le monde. Ce que dit et donc permettre de le calculer. Ce que dit de le prévoir. Ce que dit le chaos déterministe, c'est qu'en réalité, cela est faux. Je reprends mes deux boules de pétanque. Si vos boules partent très proches l'une de l'autre et que leur futur est très proche l'un de l'autre, vous êtes bien déterminé et prévisible. Si, au contraire, c'est ce qui se passe dans un attracteur, elles divergent très très vite, le futur est imprévisible. Maintenant, ce que font les physiciens, ils ne décrivent pas le monde. Il faut être très précis, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Les physiciens construisent des modèles du monde qui ont des domaines restreints d'application. En particulier, si vous n'aimez pas le déterminisme, je pense à quelqu'un qui ne l'aimait pas du tout, qui était Spengler, qui a écrit le fameux livre sur le déclin de l'Occident, qui disait que la causalité et l'attitude faustienne de l'homme était une perte de valeur pour l'Occident, parce que c'était opposé au libre arbitre, la causalité tue, etc., etc. C'était un grand débat permanent. Alors si vous n'aimez pas le déterminisme, rassurez-vous, on a la mécanique quantique, qui, elle, est totalement indéterministe. Mais la mécanique quantique, c'est aussi simplement un autre modèle que nous, hommes, construisons pour parler du monde. Maintenant, est-ce que le monde est profondément déterministe ou indéterministe? Est-ce que le libre arbitre n'existe ou n'existe pas? Nous n'avons aucun moyen scientifique de le dire. Alors, pensons à Kant, un philosophe qui me plaît beaucoup, même s'il a dit énormément de bêtises qui sont avérées maintenant, il reste des choses vraies. Kant vous dit, voilà, il y a le monde des phénomènes, celui qu'on observe, c'est celui que les scientifiques étudient. Ce monde est inscrit dans la causalité parce que c'est une forme a priori de notre façon de voir le monde. Mais le monde en soi, tel qu'il est, lui, il n'est pas causal ni acausal. La chose en soi échappe à l'espace, au temps et à la causalité. Il dit le libre arbitre est dans la chose en soi, mais la manière dont nous représentons le monde est forcément sans libre arbitre, parce que c'est comme ça qu'on est obligé de faire les choses. Donc les philosophes peuvent parler de ça, mais les scientifiques ne peuvent pas dire grand-chose. Prenons le cas de la mécanique quantique, qui est très, très intéressant, parce qu'il y a donc l'interprétation orthodoxe qui dit le monde est indéterminé en mécanique quantique. Il y a des gens qui se sont totalement opposés à cette idée-là, y compris De Broglie, qui était un des fondateurs de la mécanique quantique, qui a essayé de restaurer le déterminisme dans la mécanique quantique. Il n'y est pas parvenu.
Mais on sait que théoriquement, c'est peut-être possible de le faire si on s'y prend bien. Le débat reste ouvert. Donc il faut bien voir que quand je parle de chaos ou qu'on fait de la science, tous les gens qui viennent là ici, qui vous parlent de science, ils vous parlent de modèles que l'être humain construit pour appréhender l'univers. À aucun moment ils n'ont le droit de dire qu'ils parlent du monde tel qu'il est. Il faudra peut-être le rappeler à certains, d'ailleurs. Il faut le rappeler en permanence. Pas de ceux qui viennent chez nous, hein, c'est pas ça que non, je non, veux ils dire, sont bons mais- ici. Mais il faut le rappeler en permanence. Le monde tel qu'il est, écoutez, là, je suis... D'autres questions concernant le chaos, concernant... Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais revenir, vous me permettez, sur des considérations plus terre à terre et savoir notamment si les modèles économiques qui sont actuellement ceux qui nous régissent sont des modèles chaotiques. Le comportement semble fortement chaotique, pour le moins. Écoutez, j'ai rêvé à un moment donné, quand je me suis intéressé au chaos, d'appliquer cette théorie du chaos au problème de la bourse. Alors, je suis allé voir des spécialistes, je leur ai demandé de me filer des données, et puis je n'ai pas pu en faire grand-chose. Je pense qu'on est largement au-delà du chaos. Alors, j'ose pas prononcer le mot. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des mots plus forts que le mot chaos. Je n'en dirai pas plus parce qu'effectivement, Enfin, je sors. là, on rigole, hein, mais il y a quand même... on sait aujourd'hui que les traders, on sait que les Ils ont des modèles professionnels de la mathématiques. bourse ont des modèles mathématiques, bossent sur des modèles mathématiques, et que qu'ils mettent, comme vous l'avez omis de le dire, il est quand même basé au départ sur des décisions que quelquefois, paraît-il, ce ne sont même pas eux qui prennent. Non, mais c'est très grave. C'est ça qui est très grave. Donc, les modèles mathématiques qu'utilisent les traders ont un défaut, c'est qu'ils ne prennent pas en compte les événements rares. Si vous voulez, ce sont des modèles un peu probabilistes. Et si vous avez un événement très très rare qui est très très loin C'est-à-dire du un papillon, modèle, quoi. un papillon, où le modèle explose. Et en plus, les décisions ne sont pas prises par l'être humain souvent. Elles sont prises par des ordinateurs qui réagissent à une vitesse absolument fantastique. Il n'y a même pas le contrôle souvent de l'être humain avec un petit peu son bon sens. Hein. On va espérer qu'on a un peu de bon sens, dire bon là, un peu bizarre ce que je vais peut-être me calmer un petit peu. Non, les choses se font très 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 vite. Donc le problème de ces gens-là, c'est de mettre en permanence des sécurités pour que les choses divergent pas très vite. Alors éventuellement, ils arrêtent les cotations. Hein. Mais là, on sort un peu de ma spécialité, j'en sais pas beaucoup plus que vous. Mais cette façon de fonctionner, effectivement, me semble-t-il inquiétante. Parce que laisser à des machines une économie mondiale, avec toutes les conséquences que ça... Il n'y a pas que les machines. Hein. Vous avez les agences de notation qui sont très remises en question actuellement. Ce sont des agences de notation privées. Quand elles diminuent la note de la Grèce, ou comme ils viennent de le faire du Portugal, il y a des gens qui commencent à dire qu'on se demande s'ils ont raison ou ils ne sont pas en train de faire de la politique internationale. Donc là aussi, même quand l'être humain intervient, ce n'est pas toujours très propre, parce que le marché réagit aux rumeurs. Et si vous lancez une rumeur, il y a des gens qui se sont fait des milliards de dollars, comme ça, hein, ou d'euros, en lançant une rumeur, bien orientée, et qui se sont enrichis. On n'est plus dans le domaine du chaos, mais enfin, on est quand même de phénomènes. Donc, comme disait monsieur, on va dire le mot bordélique. Oui. Oui, mais il y a quand même, si je peux me permettre, monsieur, il y a quand même dans la question de monsieur, je sens la question suivante, est-ce qu'il y a une science économique? Est-ce qu'il y a une façon paramétrée de façon plus ou moins fiable l'économie, que ce soit l'économie d'un pays, profitons-en pendant qu'il y en a encore des pays, ou que ce soit l'économie d'un continent, ou que ce soit l'économie planétaire? Est-ce qu'il y a des attracteurs étranges en économie? Est-ce que la science éco, hein, pardon pour les profs de science éco qui pourraient être dans la salle, je ne sais pas, mais est-ce que c'est vraiment une science? C'est-à-dire, est-ce que ça correspond à des critères au nom du chaos? C'est pas une. Bon, là aussi, ça semble ma spécialité, mais j'ai fait des études de sciences éco, donc je vais essayer de me souvenir de certaines Alors, les sciences économiques sont une science en ce sens que les gens qui en font réfléchissent. Oui, mais enfin là, quand je vais acheter le pain aussi, alors. C'est très scientifique d'acheter le pain. Mais c'est pas une science au sens de la physique, c'est pas une science pure et dure où on contrôle tout. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, je crois. Ils ont affaire à un monde extrêmement compliqué. Alors, moi, d'après ce que je comprends, ils ont des modèles, dont certains sont très très simples. Il y a un modèle très simple, absolument désastreux, c'est le modèle du capitalisme pur et parfait. De la loi du marché pure et parfaite. Ça, c'est un modèle qui inspire encore, avec la fameuse main invisible. Laissez faire le marché, tout va s'arranger à la fin.
peut-être que c'est vrai, alors peut-être qu'il y a un attracteur, à ce moment-là, qui est l'équilibre Oui, c'est ça. final. C'était ça. L'équilibre final, laissez faire les choses, il y aura des crises, des guerres, mais à la fin, tout va aller bien. Oui, bien sûr, à la fin, les équilibres sont restaurés d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si on a envie de vivre les transitoires qui nous amènent à l'équilibre. Ensuite, je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait réellement un équilibre, parce que c'est un modèle qui est tout à fait imparfait. Il ne prend pas en compte la psychologie de l'être humain, il ne prend pas en compte le fait que les matières premières sont limitées, qu'il va falloir les payer de plus en plus cher, etc., etc. Mais donc, il y a quand même, dans les modèles économiques, au moins cet attracteur-là qui est l'équilibre. Ce n'est pas un vrai attracteur, parce qu'il n'existe pas, on ne l'a jamais trouvé. En tout cas, s'il existe, il est vraiment loin dans le futur. Maintenant, les sciences économiques sont une science parce que ces gens-là calculent, ils font des modèles au moins de micro. Quand vous gérez une entreprise, vous faites des modèles d'entrée et de sortie, c'est comme un ménage. Hein. Un ménage, en fait, s'il ne veut pas faire faillite, il faut qu'il fasse un calcul de ce qui rentre, de ce qui sort, s'il emprunte, est-ce qu'il pourra rembourser. Tout ça, ça demande des calculs, c'est une science. Est-ce qu'on arrive à des lois reproductibles? Les conditions limites changent en permanence. Il n'y a pas que le monde change en permanence. Les conditions dans lesquelles on travaille changent en permanence. Les États évoluent, les démocraties évoluent. Des choses dont on ne prenait pas en compte dans le passé, les matières premières par exemple. Il y a encore 30 ans, on se fichait pas mal du futur des matières premières. Maintenant, on commence à dire on commence à manquer de matières premières. Nouvelle évolution, il faut prendre en compte ça, donc il faut recycler plus. On est en train d'enlever trop de CO2. Donc, si vous voulez. Vous seriez en train de dire qu'on découvre des tas de conditions initiales qu'on avait oubliées. Tout à fait. On est en permanence en train de découvrir des choses nouvelles qui agissaient en sous-main, mais qui n'étaient pas apparentes, qui font que les modèles, aussi bons soient-ils, à un moment donné, redeviennent caduques, parce que le monde a changé à un tel point que c'est une nouvelle physique, en quelque sorte, ou une nouvelle économie qui est nécessaire de calculer. Alors, je ne sais pas si monsieur est économiste, si vous êtes... Non, sinon, vous pouviez prendre la parole, parce que ce n'est pas ma spécialité. Donc... Bon. Moi aussi, alors on va se taire là-dessus. Bon, d'autres questions concernant l'évolution des choses, le chaos? Bon. Oui, monsieur, bonsoir. Voilà, le micro arrive avec Émilie. Voilà. Enfin, Émilie arrive avec le micro plutôt. Dans votre exemple avec les insectes, oui. Dans votre exemple avec les insectes, ces insectes vivaient sur une île. Donc, est-ce qu'il y a une importance d'avoir un... Est-ce que ça voulait dire que ce système était un système isolé? Et dans la mesure où le système n'est pas isolé mais échange avec l'extérieur, quel est l'important? Est-ce que c'est facile de définir un système à ce moment-là? Oui, on peut le faire, mais ça complique beaucoup. Vous voyez, je me suis attaché à un exposé un petit peu de mathématiques, mais aussi simple que possible. Donc, en quelque sorte, le comportement de ma société d'insectes isolée dans une île, c'est un peu comme un pendule isolé tout seul. Si vous mettez une deuxième île avec d'autres insectes, éventuellement des insectes qui ne sont pas d'accord avec les premiers, vous allez rajouter des nouvelles contraintes, des nouvelles équations. En termes de physique, ça pourrait ressembler à deux oscillateurs qui vont interagir entre eux. Vous devenez plus compliqué, bien sûr. Alors, avec deux sociétés d'insectes, on peut encore écrire des équations. S'il y en a 10, ça commence à devenir très compliqué. Sinon, les écrire, du moins de les résoudre. Et naturellement, s'il s'agit de la société humaine, alors je dis la société humaine en anticipant l'avenir que j'espère. Pour l'instant, nous sommes encore des sociétés humaines, non pas une société humaine. Vous avez des tas d'interactions entre différentes sociétés humaines, différents modes de fonctionnement ou autres. Si vous voulez faire un modèle de la société humaine sur la base du modèle des insectes, il faudrait déjà décomposer, si l'on pouvait, en sous-sociétés. C'est une tâche hors de toute possibilité humaine, visiblement. On ne peut pas le faire. Mais, donc j'ai pris le modèle le plus simple possible pour vous montrer que même dans ce cas très très simple, augmenter le paramètre de prospérité, au lieu d'améliorer la vie des gens, la rendait plus compliquée. Quelles conséquences faut-il en tirer pour la société ou pour la société humaine? Je dis franchement, je n'en sais trop rien. Mais c'est une espèce d'alerte qui doit nous faire réfléchir. Ça ne va pas mieux qu'on est plus prospère. Ça ne va pas forcément mieux qu'on est plus prospère. Alors, je vous rassure quand même, il y a peut-être une courbe qui vous a très inquiété, c'est la courbe vers les 9 milliards là, que vous avez vu monter, oui, où on va aller. Alors, rassurez-vous, nous le verrons, vous le verrez peut-être, moi je ne serai plus là, mais dans une quarantaine d'années, on va commencer à vivre une autre crise. C'est que l'augmentation de la population va s'arrêter. Peut-être à 7 milliards d'années. Pourquoi? Non pas par des effets non linéaires de genre guerre ou autre et autres, c'est parce que les sociétés commencent à contrôler leur naissance.
et de manière... Dans combien de temps, vous avez dit hein, À 2050, on pourrait atteindre le maximum. Et alors après, les prédictions dépendent du comportement des sociétés. Ce ne sera pas donc des catastrophes ou des guerres qui vont diminuer la population. C'est simplement le contrôle des naissances. Et dans les pays qui dépassent un certain niveau de bien-être, les gens commencent à faire moins d'enfants aussi, de manière naturelle. On donne plus de valeur à la qualité. Avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, les élever, leur faire des études. On hésite d'en faire 10. Hein, ça ne veut pas dire que faire 10 enfants, ce n'est pas de la qualité, mais c'est plus difficile à élever, quoi. Donc on aura un mouvement comme ça, et certains démographes craignent une implosion de la population humaine, qui pourrait nous ramener entre 2050 et 2100 à une baisse, mettons, à 4 milliards, par exemple. Là, ce sera de nouveaux problèmes totalement inédits, parce que nous sommes dans une société extrêmement complexe, où il faut aller acheter son pain, donc quelqu'un qui sache faire le pain, aller le boucher, quelqu'un... Puis il y a des gens qui fabriquent les micros, il y a des gens... Donc en fait, nous vivons avec une quantité de compétences réparties entre nous qui est absolument fabuleuse. Est-ce que cette quantité de compétences pourra se maintenir dans l'hypothèse d'une baisse rapide et forte de la population? Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas une question pour nous tout de suite. Voilà. Mais c'est une question qui va se poser pour les enfants de nos enfants. Il y a quand même une chose, vous parlez tout à l'heure de sociétés développées, je voudrais dire que les pays arabes, par exemple, qui ne font pas partie des pays les plus riches de la planète, ont, pour des raisons qui sont assez mystérieuses, se sont mis à avoir une sorte de contrôle sans mot d'ordre, même pas comme en Chine, de la natalité, puisque je crois que dans les pays du Maghreb, en tout cas du Maghreb, peut-être du Maghreb aussi, j'en sais rien, on est à un enfant et demi ou quelque chose comme ça. Hein. Alors il y a des effets de contagion, mais contagion dans le bon sens du terme. On va plutôt d'osmose, hein, par le fait que l'information maintenant circule sur l'ensemble de la planète. Et que les gens comprennent bien qu'une vie meilleure, c'est un peu moins d'enfants pour mieux les élever. Et ça, dans tous les pays du monde. Ça a été imposé en Chine, avec une politique extrêmement dure d'un enfant par couple, c'est extrêmement violent. Ça ne sera pas sans conséquence non plus. Alors très rapidement, le problème d'implosion démographique en Chine va devenir très rapidement extrêmement sérieux. Mais il y a une espèce d'osmose planétaire par l'information, Internet et autres, qui fait que des comportements comme ceux que nous avons en Europe se reproduisent effectivement au Maghreb, en Inde aussi. Et c'est pour ça que les démographes prédisent une implosion, effectivement, à juste titre, après 2050. Dites donc, professeur OSP, étudier le chaos aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Non, je ne le fais plus. Bon. Vous avez vu l'imposteur depuis le temps qu'il est là, à nous parler de ça. À quoi ça sert? Alors, je vais vous dire, ça c'est un livre dont je suis auteur, il est paru en 2000. Non, vous ne l'achèterez pas parce qu'il est en anglais et puis il est trop spécialisé. Mais je voulais en parler à un moment donné, puis je dis oh non. Puis finalement, vous me donnez l'occasion. Il a été publié en 2003 et j'ai arrêté en 2003 de travailler sur le chaos. Alors, ça sert à quoi aujourd'hui? Alors, à quoi ça... D'abord, quand j'ai commencé à travailler sur le chaos, c'était tout bête, hein, je vais vous raconter l'histoire, mon histoire. C'est la fameuse expérience que je vous ai montrée, on est tombé là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là, hein? Il a fallu comprendre. Ça nous a fait déboucher sur le chaos. Donc, plein de recherches théoriques sur le chaos. On a commencé donc par des recherches fondamentales. Après, on s'est posé la question suivante, à quoi ça peut servir? Alors là, j'ai 2 réponses. La première réponse, c'est qu'un bon scientifique, malgré tout ce qu'on dit, ne doit pas se poser la question de savoir à quoi... Tout à fait, mais je peux me permettre de vous la poser quand même. Mais vu les contraintes, il doit étudier, vous voyez, mais vu les contraintes sociétales dont la vôtre, qui est extrêmement pressante, on est obligé de se dire, si je pouvais en faire quelque chose, ne serait-ce que pour avoir de l'argent et faire mes recherches. Hein. Alors, effectivement, on s'est dirigé vers les problèmes médicaux. Ça, c'est tout à fait important. Et j'ai un collaborateur avec qui je ne travaille plus maintenant, mais qui est un de mes élèves et qui, lui, s'est spécialisé dans l'application du chaos aux problèmes médicaux. Alors, il n'utilise pas le chaos lui-même, mais les outils du chaos. Par exemple, il travaille sur la ventilation respiratoire des malades qui sont sous masque. Hein. Et donc, il enregistre les données et ils analysent avec l'outil du chaos et ils montrent qu'à partir de l'organisation dans un espace des phases des signaux obtenus, on peut sélectionner les gens qui vont bien s'en sortir, ceux pour lesquels il faut renforcer le médical, d'autres qui résistent pour des raisons quelquefois psychologiques ou autres. Donc c'est un outil, à mon avis, peut-être au niveau des applications le plus important, c'est avec les outils de discrimination.
Alors j'ai un autre exemple J'espère aussi. que ça mène pas à arrêter certains parce que Pour l'instant, on ne le dit pas aux malades tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir en tirer des conclusions. On est dans une phase d'étude. Il y a un autre exemple que j'ai, c'est que nous avons, c'était avec l'hôpital donc CHU, mais à Bois-Guillaume, on avait fait ça, c'est des prises de tension artérielle. Et donc, on prend les tensions artérielles en fonction du temps et on se fait ces malades-là en leur donnant une certaine drogue, j'ai oublié le nom, ça remonte à quelques années. Hein. Et on reconstruit le signal dans l'espace des phases. Et c'est très très subtil. Dans l'espace des phases, le signal fait une boucle assez compliquée, plus compliquée que celle que je vous ai montrée. Et si la drogue est présente et agit, il y a une deuxième boucle qui se forme. Et ça, on ne le voit pas à l'œil sur le signal lui-même. C'est invisible à l'œil. C'est trop compliqué. Donc, ce sont des outils qui ne sont pas des outils du chaos, mais qui sont dérivés du chaos. Donc là, il y a des applications en médecine, à mon avis, qui vont se généraliser. Donc, je répète, pas le chaos, mais des outils empruntés au chaos. J'ai beaucoup d'espoir dans cette voie-là. Et si déjà on pouvait utiliser ce genre de représentation pour améliorer la vie de certains de nos concitoyens, ça serait une belle chose. Je répète malgré tout, pour revenir, que contrairement à ce qui est dit souvent, et je m'inscris en faux à ce qui se dit encore souvent, la mission d'un chercheur n'est pas de faire des applications. Un chercheur, je considère, je vous dis quelque chose qui n'est pas du tout à la mode, un chercheur, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre les choses. Si après ça sert, tant mieux. Bien sûr. Oui, mais ça, mais c'est autre chose. Je jouais tout à l'heure avec cette question à quoi ça sert. J'aurais pu dire quelles sont les applications. Voilà, parce que c'est une question légitime. Non, mais ça fait plaisir de répéter ça. Mais c'est vrai que la recherche n'est pas théoriquement faite pour fabriquer des travailleurs comme il faut différencier le chercheur et l'ingénieur. C'est pas le même métier. D'autres questions encore, je vous en prie, allez-y. Oui, monsieur, bonsoir. Ça va être, je crois, la dernière. Et la dernière, vous avez dit qu'on pouvait appliquer les outils du chaos à la recherche médicale. Est-ce qu'on pourrait les appliquer aux grandes catastrophes là, dont on parle énormément au Japon, par exemple sur les tremblements de terre qui sont complètement aléatoires, et donc utiliser simplement les outils. Bon, et c'est pour je dis pas que les chercheurs là doivent absolument trouver des applications pratiques. Non, mais applications aux catastrophes naturelles. J'ai réfléchi à la question parce que vu l'actualité, je me doutais bien que j'aurais une question de ce type, donc j'y ai réfléchi. Ma réponse est malheureusement négative. Si vous prenez le tremblement de terre, de quoi s'agit-il? Il s'agit de contraintes qui s'accumulent, qui à un moment donné ou l'autre vont se relâcher. Ce qui fait qu'elles vont se relâcher à telle date, à tel moment, etc., c'est bien une perturbation infinitésimale, qui fait que ça va craquer localement et puis que ça va se fracturer et s'étendre. Mais ça, ce petit point-là, c'est aussi imprévisible que l'immolation du pauvre jeune homme en Tunisie. Vous voyez? Le problème, c'est que la perturbation de départ, dans ces deux cas-là, est elle-même imprévisible. Alors, dans le cas de la Tunisie... Même si elle est inéluctable. Même si elle est inéluctable. Alors, dans le cas de la Tunisie, on pouvait difficilement prévoir les suites politiques. Dans le cas d'un tremblement de terre, si la fracture commence à se propager, et si on pouvait l'entendre par des micros hyper perfectionnés, qu'on n'a pas, là, on pourrait en revanche prédire qu'il va y avoir une grosse catastrophe, même si on n'a pas les détails. Pour ces catastrophes naturelles, il y a effectivement des systèmes de surveillance. Je pense en particulier au volcan. On vérifie comment les choses se déplacent. Et puis, si à un moment donné, on voit que les choses se déplacent en s'accélérant un petit peu, on fait alerte, sauvez-vous. Même à partir de la mer, maintenant. Voilà. Et ça marche bien. Pour les tremblements de terre, à l'heure actuelle, on n'a pas encore de choses assez sophistiquées pour déceler le début. Vous voyez, de la condition initiale qui est en train de basculer. Le moment précis. Le moment, pour dire aux gens, sauvez-vous. Par contre, on a peut-être de quoi se dire, c'est inéluctable. Alors, inéluctable, si c'est dans 100 ans ou demain, c'est pas utile. Nous nous retrouverons... Oui. Donc, à ce moment-là, on pourrait imaginer qu'on peut injecter les perturbations initiales et tout modifier. Non, parce que je crois pas. Artificiellement. Oui, dans le cas du tremblement de terre, je ne crois pas. Parce non, que non, mais dans d'autres modèles. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle le contrôle du chaos. Sur nos modèles, par exemple, on sait faire ça sur nos modèles. Et moi, je vous contrôle à 30 secondes. Voilà, on espère pouvoir le faire plus tard. C'est de suivre, comme on sait qu'il y a des trajectoires périodiques instables, c'est d'obliger l'orbite à rester sur la trajectoire périodique instable en la contrôlant. Et les avions fonctionnent comme ça. Les avions sont en permanence instables.
C'est l'ordinateur qui leur permet de rester stable, en fait, en les contrôlant en permanence. Voilà de quoi nous retirer la trouille. Hein. Bon. Je vous signale que nous nous retrouverons le 7 avril prochain, le jeudi 7 avril, où nous traiterons encore du passage toujours mystérieux de la chimie à ce que l'on appelle habituellement la vie. Je voudrais qu'on remercie le professeur Westby. Merci à vous. En fait, nous on dit